Le lundi 5 septembre, c'était la rentrée à l'ENS, donc c'était la rentrée des scientifiques et les littéraires rentraient le lendemain, je crois. Et le soir, en fait, de ce 5 septembre, j'ai fait cette vidéo que je vous mets maintenant. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette première vidéo d'une nouvelle série de vidéos où je vais essayer de vous présenter en fait ma première année à Ulm de manière continue, c'est-à-dire que pendant les 2 ans de prépa en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une vidéo à chaque fois à la fin de l'année pour présenter toute l'année que je viens de passer, mais là en fait j'ai envie de tester une nouvelle chose, c'est-à-dire de vous présenter tout au long de l'année le déroulement de mon année. Et du coup, comment ça va se traduire? Ça va se traduire par en fait des vidéos que je publierai peut-être toutes les semaines, tous les 2 semaines, tous les mois, je sais pas encore. En fait, à chaque fois qu'il y a des nouvelles choses à raconter intéressantes, et donc je les publierai tout au long de l'année. Et le but de ces vidéos en fait sera double. Premièrement, essayer de vous montrer en fait mon année depuis l'intérieur, c'est-à-dire pas faire un point de vue global à la fin, mais plutôt de vous montrer une évolution, c'est-à-dire de vous montrer mon évolution, comment mon orientation va, ou mes choix, mon avis sur Ulm va évoluer ou je sais pas, de vous montrer comment je pourrais évoluer au cours de l'année. Et la deuxième chose, ça va être bien sûr d'essayer de vous faire partager, de vous faire découvrir Ulm le plus possible. Et du coup, je vais essayer au cours de cette série de vidéos de bouger. Par exemple, là, vous me voyez dans la rue, je tiens mon portable au bout de mon bras. Et le but, ça va être d'essayer de vous filmer Ulm, d'essayer de vous filmer tout ce que je peux et de faire vraiment sentir l'école et d'essayer de partager un maximum. Et du coup, là, au moment où je vous parle, il est 19 h et on est le 5 septembre. Et aujourd'hui, ça a été la rentrée pour les élèves en sciences à Ulm. Donc du coup, en fait, là, je me trouve précisément à Paris et encore plus précisément au 45 rue d'Ulm. Et je suis très précisément même devant l'entrée d'Ulm, très belle entrée. Et en fait, aujourd'hui, donc, comment s'est déroulée la journée? On est d'abord allé récupérer nos chambres, puis après, on a dû remplir plein de papiers administratifs que j'ai presque fini d'ailleurs. Et ensuite, on a eu une conférence, enfin pas une conférence, mais une présentation de l'école d'1 h 30, très très intéressante. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire déjà pour cette première journée? J'aimerais vraiment vous présenter Ulm, c'est-à-dire vous faire rentrer dedans, vous montrer les endroits. Ça, je compte vraiment le faire. Le problème, c'est que je ne connais pas encore très bien les locaux. Mais par contre, la deuxième chose que je peux vous montrer, du coup, c'est mon logement, parce que je l'ai récupéré donc ce matin. Et il se trouve, donc là, vous pouvez voir qu'il y a Ulm, l'entrée principale de Ulm, 45 rue d'Ulm. Et il se trouve juste en face, dans ce bâtiment-là. Et très précisément, ma chambre se trouve quelque part pile en face de l'entrée, donc ici. Et donc je vous propose qu'on aille découvrir ensemble ma chambre. Nous voici donc dans la chambre, que les normaliens appellent turn, il me semble. Et puis aussi un grand bureau, ça c'est le plus important je pense. Et à droite, on a le lit et quelques étagères au-dessus pour ranger, j'ai rien mis, je sais même pas ce que je pourrais mettre dedans. Et enfin, si on avance, on a la fenêtre. Et moi, j'ai assez de chance parce que ma fenêtre, elle donne directement sur l'entrée de Ulm. Et voilà pour la chambre en tout cas. Donc elle fait 12 mètres carrés. Il n'y a pas de toilette ni de salle de bain dans la chambre. Il se trouve à gauche dans le couloir et à droite dans le couloir. Donc il y en a des deux côtés. Et donc 12 mètres carrés. Bon, moi personnellement, ça me dérange pas forcément que la douche et les toilettes se trouvent à l'extérieur parce que on met pas très très longtemps pour y aller. Donc ça me dérange pas. Donc aujourd'hui en fait j'ai commencé par récupérer ma chambre et puis ensuite on a dû remplir plusieurs papiers. Donc par exemple j'ai dû remplir ce premier dossier là, enfin non, on m'a distribué pardon ce premier dossier là et ça je dois le remplir pour le jeudi 6 octobre 2016 et je dois le rendre à 9 h 30 et ça si j'ai bien compris c'est le dossier d'inscription à l'ENS, pour le diplôme de l'ENS. Ensuite on m'a donné ce papier là, donc c'est l'engagement décennal. Donc pour ceux qui savent pas en quoi ça consiste, quand vous rentrez à l'ENS, mais aussi à Polytechnique, donc je ne sais pas si c'est le même papier, mais en tout cas quand vous rentrez à l'ENS, vous devez travailler 10 ans pour l'État à partir du moment où vous rentrez dans l'école. Et donc du coup, moi j'ai signé ce papier-là, et c'est 10 ans dans l'État, dans le public en France, et la dame m'a précisé en fait que c'est pas que dans le public en France, ça peut être aussi dans le public en Europe ou aux États-Unis, dans le public aux États-Unis et dans le public en Australie. Donc en fait, c'est quand même beaucoup plus large que juste la France. Et donc du coup, elle m'a demandé de signer ça et pendant 10 ans, je vais devoir travailler pour l'État. Ensuite, on m'a donné ce deuxième papier-là, donc qui concerne la chambre. Elle coûte 315 euros. Donc pour 12 mètres carrés, honnêtement, je pense que c'est pas
que c'est vraiment pas très cher vu l'endroit où se trouve l'ENS. Donc ça c'est plutôt cool. Et le troisième papier qu'on nous a donné, intéressant qu'on nous a donné, c'est notre programme pour les 3 premières semaines. Et en fait pendant les 3 premières semaines, on va pas vraiment travailler, c'est-à-dire qu'on va pas avoir de cours, on va juste suivre des conférences, des présentations, etc. dans le but de découvrir tout ce qu'on peut faire aux ENS et ensuite de choisir le département qui nous intéresse et déjà de voir plus précisément ce qui pourrait nous intéresser. Donc j'espère vraiment que ça va m'aider parce que moi j'hésite vraiment encore entre les maths, l'info, je sais pas du tout ce que je préfère. Et du coup, j'espère vraiment qu'à travers ces conférences-là, je vais pouvoir trouver ce qui m'intéresse le plus ou ce que je veux le plus faire. Ça, c'est. Bon, il est un petit peu froissé, j'ai un petit peu froissé. Ça s'appelle la vie de l'école. Donc, je suppose que tous les mois, ils font une sorte de page avec. Et ils récapitulent tous les points importants. Je sais pas trop ce que c'est. Mais je veux dire, c'est une page de journal, on va dire. Tous les mois, ils font une page de journal avec toutes les nouveautés qui se passent dans l'école. Et c'est vachement intéressant, je trouve. Et ensuite, ils nous ont donné quelques affiches donc pour les conférences qui vont venir. Donc, par exemple, le 6, donc demain, on va avoir un grand exposé scientifique. Et ça va traiter des données massives, du big data et de l'apprentissage statistique, c'est-à-dire la manière dont on traite les données, etc. Donc ça, c'est plutôt informatique. Donc ça sera de 10h à 12h. Ensuite, par exemple, le 9, donc c'est vendredi, je pense, on va avoir une conférence, donc c'est sciences, même si c'est conférences et débats, c'est-à-dire qu'à mon avis, on va pouvoir participer. Sciences et société, donc c'est dissonance cognitive et COP21. Je ne sais pas exactement de quoi ça va parler, mais ça a l'air intéressant. J'ai vu ça allait être sous forme de débat plutôt. Et là encore, une conférence grand défi scientifique le 12. Puis conférence interdisciplinaire. Donc ça, j'ai lu, en fait, ça a l'air vachement intéressant. Ils expliquent comment les maths, par exemple, et l'informatique peuvent permettre de résoudre des enquêtes judiciaires, etc. Donc ça a l'air vachement intéressant. Donc voilà, donc là, il y a 4 exemples de conférences qu'on va avoir. Donc voilà à peu près tout pour cette première journée de rentrée. Et juste avant de finir cette journée, j'aimerais quand même vous donner mon avis de manière, vraiment mon avis sur cette rentrée et sur ce que je ressens, parce que là jusqu'à présent j'ai été très formel, je vous ai dit de telle heure à telle heure pendant combien de temps on a fait ça, mais j'ai pas vraiment dit mon avis, ce que je ressentais. Et puis aussi parce que du coup c'est le but de ces vidéos-là, c'est vraiment de montrer mon ressenti, de voir comment ça peut évoluer au cours de l'année. Et donc du coup pour cette raison-là, je vais vous dire ce que je ressens là actuellement sur la rentrée. Franchement, ça pourrait paraître évident, mais je suis super content. Enfin, je sens que l'année va être super bien, que ça va être vraiment super cool, que je vais m'éclater. Franchement, de ce que j'ai vu, déjà la chambre où je me trouve, pour moi, elle est très bien. Elle n'est pas trop petite. Les toilettes sont en dehors, mais ça ne me dérange pas. Tant que j'ai un lit, un bureau, un bon bureau et des rangements et internet, ça me va. Honnêtement, aucun problème. Donc déjà la chambre, je suis très content. Et puis ensuite, au niveau des cours et de comment ça va être l'année dans Ulm, ça va être génial, je pense, parce que les cours, ils sont vraiment faits sur mesure. J'ai vraiment l'impression que c'est l'élève qui choisit ce qu'il fait totalement, c'est-à-dire il choisit exactement les cours qu'on veut et on nous propose énormément de cours différents. Et déjà, je vais pouvoir choisir le département que je veux, donc j'espère vraiment qu'avec les 3 semaines de conférence, je vais trouver ce qui me plaît vraiment et ce que j'ai vraiment envie de faire. Et quand en tout cas, je vais parler à des gens pour vraiment m'orienter vers ce qui me convient le plus. Et on a vraiment genre des cours sur mesure, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Il y a des tonnes et des tonnes de cours et on peut vraiment choisir les cours qu'on veut. Donc ça va être vraiment génial, je pense. Ensuite, le partage, j'ai vraiment l'impression que le partage, c'est quelque chose de très présent à Ulm. On peut facilement discuter avec les élèves. Enfin, j'ai pas eu le temps de beaucoup discuter avec les gens, mais c'est quelque chose que je ressens dans l'école. Je sais pas, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Et puis les locaux sont super cool. La cour aux Ernest qui est à l'intérieur, que j'avais déjà vu pendant les oraux, moi je la trouve super belle. Enfin, j'essaierai de vous montrer tout ça, bien sûr, par la suite. La cantine, je l'ai vue pour la première fois aussi, je la trouve super cool et on se sent pas oppressé. Il y a plusieurs endroits pour servir et donc plusieurs plats différents, etc. Enfin, ça a l'air vachement bien. C'est 3,80 € le repas. Bon, il y a une laverie, bon, ça c'est ok. Et puis aussi la bibliothèque, je suis allé dans la bibliothèque et franchement, je la trouve excellente. Donc il y a une bibliothèque Matinfo, c'est celle où je suis allé. Et il y en a une autre, c'est lettres et sciences humaines. Et celle de Matinfo où je suis allé, elle fait 3 étages. Et c'est que pour les maths et infos. C'est-à-dire que les 3 étages, ils sont très grands déjà. Et sont entièrement remplis de livres de maths. C'est vraiment impressionnant. Genre, il y a des tonnes et des tonnes de livres de maths et de livres d'infos. Franchement, je pense qu'on peut vraiment trouver ce qui nous... Enfin, tellement pointu. Et on m'a dit qu'il y a des livres super chers ou enfin, vraiment rares et tout. Enfin, la bibliothèque, elle est énorme. Enfin, j'ai vraiment l'impression que genre... tout le potentiel qu'un élève a, il peut être révélé. Enfin, c'est tellement fait sur. Voilà. Franchement, je suis très content et je pense que je vais passer une très bonne année. Enfin, j'espère en tout cas pour moi-même.
J'espère que je vais passer une très bonne année et je pense que ça va être le cas. Donc voilà, on verra par la suite. Donc en fait, cette vidéo, c'était... Alors comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'avais pensé faire un nouveau format pour la vidéo que vous êtes en train de voir, c'est-à-dire la faire à différents moments dans l'année. Et en fait, ça aurait été la première vidéo de cette série. C'était un peu un test pour voir. Et pourquoi j'ai pas continué cette série de vidéos? Tout simplement parce que ça me prenait trop de temps à faire. Le temps de monter, le temps de sortir, filmer, monter, etc. Enfin, ça me prenait beaucoup trop de temps. Et en plus, je pense que ça, à vous, ça vous aurait fait perdre du temps parce que là, la vidéo dure plusieurs, quand même une dizaine de minutes, je pense. Et moi, j'aurais pu dire la même chose en 2 minutes dans cette vidéo-là. Je dis beaucoup de choses, mais c'est beaucoup plus condensé quand je l'ai fait là, à la fin de l'année, que pendant l'année, je pense. Par contre, je suis bien content maintenant d'avoir quelques vidéos à vous montrer de l'entrée de Ulm. J'en ai pas eu beaucoup d'autres sur l'école en elle-même. J'ai pas beaucoup d'autres choses à vous montrer sur l'école en elle-même, de vidéos. Et oui, comme je dis, à ce moment-là, en fait, quand j'ai fait la vidéo, j'avais l'intuition que j'allais pas faire la série, en fait. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé à la place j'ai décidé de commencer à poster sur Facebook et de transformer en fait la vidéo en un post sur Facebook qui était donc beaucoup plus simple. Et si vous regardez bien, la première publication date du 5 septembre aussi. Donc c'était vraiment les deux mêmes jours. Enfin, pour les deux choses, c'était le même jour. Et aussi, ce que je tiens à dire, c'est que je vous conseille de lire les posts que j'ai fait sur ma page Facebook parce qu'ils sont quand même beaucoup plus détaillés que ce que je vais dire là. Alors, il y a beaucoup plus détaillé sur certaines choses, mais il y a des choses dont je vais vous parler, dont j'ai totalement pas parlé, parce que ici, maintenant, j'ai 1 an de recul, donc il y a beaucoup plus de choses que je peux dire. Mais je vous conseille aussi de lire les autres. Je les ai écrites de l'intérieur, donc c'est un peu différent la lecture. En fait, sur ma page Facebook, je publiais quotidiennement ma journée. Et en général, je rajoutais 2-3 photos plus l'heure de coucher. Et en fait, j'ai tenu 4-5 semaines comme ça, mais à la fin, ça m'a pris beaucoup trop de temps. Et pour vous donner un exemple, donc comme j'ai dit dans le post, je mettais l'heure de coucher. Et quasiment tout le temps, au début, je mettais l'heure de coucher, je sais pas, minuit et demi. Et quasiment à la fin du post, quand je finissais d'écrire le post, je devais rajouter 3 quarts d'heure, voire 1 heure sur l'heure de coucher. Donc ça a commencé à me prendre beaucoup de temps. Et après, les cours ont commencé et c'était vraiment la galère. Donc du coup, j'ai arrêté. Ok. Le lundi soir, donc le lundi soir de la rentrée, j'ai reçu aussi un mail d'Optimal me disant comme quoi j'étais pris. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et à ce moment-là, là, c'était la rentrée. J'ai reçu un mail qui me disait que j'étais pris, j'avais filmé. Enfin, il y avait beaucoup de choses encore. C'était encore l'effervescence là. Il y avait plein de trucs. Du coup, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais essayer de vous présenter vraiment en détail l'ENS, de vous le localiser, de vous permettre de localiser, de visualiser l'ENS. Donc, ce que je vais faire avant, c'est que je vais vous donner quelques trucs que vous pouvez checker dès maintenant pour obtenir un maximum d'infos. Donc, vous avez le site de l'ENS. Bien sûr, tous les liens sont en description. Dessus, vous pourrez retrouver par exemple le livret de l'étudiant, donc le descriptif de tous les cours. Je vous conseille aussi d'aller voir le site de chacun des départements qui détaille aussi chacun des cours et vous pouvez voir des emplois du temps, etc. Il y a aussi la chaîne YouTube de l'ENS qui est vraiment très bien, je vous la conseille. Il y a plein de conférences très intéressantes. Souvent, je découvre les conférences, j'étais même pas au courant qu'elles avaient eu lieu à l'ENS, mais je les découvre, je veux dire, après sur la chaîne YouTube. Il y a par exemple des conférences qui ont été faites qui s'appellent les Ernest. Alors en fait, je sais même pas si c'est sur la chaîne YouTube de l'ENS. Bon, vous tapez ENS Ernest et vous devrez trouver. C'est des petites conférences de chercheurs sur des thèmes, c'était vraiment très intéressant. Quand je l'ai découvert, c'était même avant la prépa, je crois que je les ai vus. Et vous avez aussi une vidéo d'1 heure et demie qui s'intitule Comment entrer à l'ENS et qui répond à plein de questions sur le concours d'entrée. Donc si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez vraiment regarder ça. Et ensuite, il y a plusieurs sites étudiants pour obtenir plein d'infos sur la vie associative. Donc vous avez le COF qui détaille les clubs, les actualités, les vies étudiantes, la plaquette aussi 2017. La plaquette, c'est un peu la présentation de tous les clubs de l'ENS, etc. Le BDS, vous avez qui présente les sports, les événements sportifs, le planning des sports aussi. Et le BDA, qui présente plutôt tout ce qui est spectacle et événements artistiques. Je vais y revenir bien sûr sur tout cela après. Donc maintenant, je vais vous aider à localiser et à visualiser mieux l'ENS Ulm, à défaut de pouvoir vous faire aller à l'intérieur. Il y a aussi quelques images sur ma page Facebook, donc si vous voulez voir. Donc l'ENS se situe en 3 lieux. Il y a le 45 rue d'Ulm, plus d'autres adresses juste à côté. Mais ça, c'est dans le 5e arrondissement de Paris. C'est à peu près là où se passe toute la vie de l'école. Hors internat, je veux dire. Ensuite, il y a le campus Jourdan et le campus Montrouge. Donc j'y reviendrai. Donc, tout d'abord, le 45 rue d'Ulm, c'est donc là où se passe toute la vie de l'école. La localisation, c'est dans le 5e arrondissement, c'est dans le centre de Paris. Moi, c'est un quartier que je trouve très joli et très paisible. C'est très plaisant de marcher dans le quartier, dans Paris, à cet endroit-là. Enfin, moi, je trouve que c'est très inspirant. Je sais pas, c'est un endroit très touristique et très détente, avec beaucoup d'écoles. Donc, c'est vraiment paisible. C'est à côté il y a plein de bâtiments très connus à côté. Donc, par exemple, il y a le Panthéon, il y a le Jardin du Luxembourg, Notre-Dame de Paris, pas très loin.
Il y a l'Institut Henri Poincaré et le Collège de France, ça c'est pour des bâtiments plutôt scientifiques. Vous avez aussi des lycées comme le Louvran, Henri IV, Saint-Louis qui sont juste à côté, ou encore des écoles comme la Sorbonne, Mines Paris ou le SPCI. Et à côté, dans les environs, mais enfin vraiment à 5 minutes à pied, vous avez plein d'endroits pour manger. Donc vous avez les magasins, vous avez par exemple deux Franprix dans la rue, un petit casino, un Monoprix, un Market Spencer, vous avez des boulangeries, vous avez des restos, bien sûr kebab, rue Mouffetard, à la rue Mouffetard il y a beaucoup de restos, c'est à 5 minutes aussi de l'ENS. Il y a la rue Saint-Jacques aussi où il y a beaucoup de restos, enfin il y en a plein d'autres. Et l'ENS a aussi des partenariats avec certains restos, par exemple ils ont un partenariat avec une pizzeria où quand tu manges 5 pizzas, tu en as une qui est offerte. Aux alentours, il y a donc pour manger, il y a aussi pour tout ce qui est les besoins, j'ai utilisé ça, besoins pour la vie, on va dire, genre la poste, les banques, la MAGE, c'est la mutuelle, non, je sais même pas, une assurance, je m'y connais pas trop dans tout ça. Pharmacie, il y a aussi Gilbert Joseph pour les livres. Et après, si vous avez vraiment besoin de faire des grosses courses, il y a les halles qui sont à juste 30 minutes à pied. Et vous avez plein d'autres moyens de locomotion, je vais y revenir. Et donc du coup, en fait, on profite, là vraiment, au 45 Crucium, on profite de tous les avantages d'être dans le centre de Paris, parce qu'il y a énormément de choses accessibles rapidement. Là, j'ai cité quelques trucs, mais il y a encore plein d'autres choses. Et pour le déplacement, en fait, vous avez le RER B qui est l'arrêt Luxembourg qui a 8 minutes à pied, je dirais. Vous avez le métro aussi, la ligne 7, Place Monge qui a 8 minutes à pied aussi. Et après, pour les bus, vous avez plein de lignes. Vous avez les lignes 21 et la ligne 27 qui passent à 100 mètres, arrêt Feuillantine. C'est vraiment à 100 mètres de la sortie. Donc maintenant que je vous ai localisé le 45 rue Dume, je vais essayer de vous aider à un petit peu le visualiser. Donc je vais montrer quelques plans de l'école. Donc tout d'abord, le rez-de-chaussée, vous pouvez voir que là, vous avez la cour aux Ernest, c'est le carré au milieu. C'est un cloître. Et c'est vraiment un cloître super sympa, super agréable. Discuter entre amis dans la cour. Enfin, nous on l'appelle cour en fait, la cour aux Ernest. C'est vraiment, on passe vraiment du bon temps dans ce cloître. Les soirées en cour sont super sympas aussi. Et la cour en automne ou en été, c'est vraiment super joli à voir. Il y a aussi la cour Pasteur, que vous voyez pas mais qui est sur le côté. Et aussi vous pouvez voir des salles, donc par exemple la Dusan, où il y a beaucoup de conférences et beaucoup de vidéos de la chaîne YouTube de l'ENS qui sont enregistrées là-bas. Et il y a aussi plein de salles au sous-sol au -1 et au -2. Le jour, en fait, la majorité de ces salles sont utilisées pour les cours, et le soir, elles hébergent en fait les activités des normaliens. Par exemple, la Dusan, le soir, quelquefois, elle est utilisée par le ciné-club, par le club ciné, excusez-moi, pour diffuser des films. Vous pouvez aussi voir des départements. Donc là, c'est en fait que la partie administrative, c'est-à-dire le secrétariat en général. Les départements sont un peu délocalisés en fait dans l'école. Il n'y a pas un endroit où tu vas suivre tes cours de maths, c'est un peu délocalisé. Ça, c'est la partie administrative. Il y a aussi le restaurant, le pot. Moi, je trouve que c'est un très très bon restaurant. En fait, il n'est pas géré par le Crous, comme c'est le cas dans beaucoup d'écoles. C'est l'ENS directement qui gère le restaurant. Et moi, je trouve personnellement que c'est de très bonne qualité. Les repas coûtent 3,80. Il y a trois stands différents. Il y a un stand végétarien aussi. Moi, je ne connaissais pas du tout le fait de manger végétarien avant de venir à l'ENS. J'avais déjà entendu parler, mais j'ai jamais trop côtoyé des gens qui le font. Et à l'ENS, il y a beaucoup de gens qui mangent végétarien. Et il y a un stand exprès pour eux. Ça, c'est vraiment bien. Et comme je l'ai dit, c'est très bon. Ça fait plaisir en fait le midi de manger quelque chose qui est vraiment cool. Et aussi, c'est très convivial. Moi, j'ai beaucoup passé de bons moments avec mes amis dans le pot. Je sais pas si j'ai dit, mais le restaurant s'appelle Le Pot. Et il est ouvert seulement le midi cette année. Parce qu'avant, je crois qu'il était ouvert le soir. Et donc, le soir, il n'est pas ouvert. Et en général, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait manger dehors ou en cuisine, dans les cuisines des deux internats. Ensuite, juste à côté du pot, il y a la cafétéria. Elle est gérée par l'école et elle vend des sandwichs, des petits déj, etc. C'est un peu ce qui accompagne le pot. Au sous-sol que vous voyez pas, il y a la cafette. Alors là encore, je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller checker leur site. En fait, c'est le bar de l'école. Ils vendent plein de trucs. Ils vendent bière, des boissons, tout ce qui est bière, soft, vin. Ils vendent aussi à manger. C'est presque tout le temps ouvert. On peut très facilement y aller entre deux cours. D'ailleurs, il y a souvent, même des fois à la pause, on allait à la cafette, prendre quelque chose. C'est vraiment pas cher aussi. Je sais pas comment ils font pour avoir des aussi bons prix, mais c'est vraiment pas cher. Et c'est là où ont lieu la majorité des soirées, les pas trop grosses soirées, on va dire. Il y a aussi un flipper. Alors, en faisant la vidéo, j'ai trouvé sur le site de la cafette un traité de flipper théorique. C'est un cours qui explique comment jouer au flipper. Ça, c'est vraiment typique ENS. C'est des trucs un peu. Ok, c'est rigolo, en tout cas, je trouve. Il y a aussi un baby-foot libre accès. Ensuite, au sous-sol que vous voyez pas, il y a aussi une salle de machine à laver et de sèche-linge.
Et il y a un gymnase, donc là c'est là où ont lieu beaucoup de sports et aussi les grosses soirées. Sur le plan, vous pouvez aussi voir la bibliothèque. Donc au 45 rue d'Ulm, il y a la bibliothèque Matinfo. Elle est au rez-de-chaussée, à l'entre-deux étages. Il y a un entre-deux étages et au moins un, donc ça fait genre trois parties. Il y a beaucoup de livres et aussi des tables pour travailler. Enfin, c'est vraiment très calme et très agréable. Il y a aussi une bibliothèque lettres et sciences humaines. Alors elle est au rez-de-chaussée et au moins un. Elle est très grande, comme vous pouvez le voir sur le plan. Et un jour, il y a quelqu'un qui a vu, enfin j'ai un ami qui a vu Cédric Villani dans la bibliothèque, donc c'était un peu l'événement. Toutes les bibliothèques de l'ENS sont accessibles à vie, et ils ont aussi un site internet où on peut rechercher les livres et savoir s'ils sont réservés, puis aller dans la bibliothèque pour les réserver. Et ces deux bibliothèques-là dont je vous ai parlé, elles sont ouvertes tous les jours, sauf le dimanche, avec des horaires en semaine, ça doit finir à 19h, ou enfin, je sais pas exactement, mais c'est ouvert les plages horaires sont assez grandes. Ensuite, au deuxième étage, vous avez l'internat, une partie de l'internat. Donc, à chaque étage, vous avez une cuisine c'est vraiment très convivial. Il y a un four, un micro-ondes, des plaques chauffantes, enfin tout le minimum dans une cuisine, quoi. Et pour l'internat, pour avoir le logement, il y a un système de joker qui est assez compliqué. Enfin, bon, je sais pas, je sais pas trop comment il fonctionne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les premières années ont une chambre à l'ENS. Pour les années d'après, c'est un peu plus compliqué. Moi, personnellement, je vais avoir une chambre l'année prochaine à la rentrée. Et certaines chambres, ce sont les chambres les plus prisées de l'ENS. Elles ont vue sur la cour, qu'on appelle, enfin, c'est les chambres du carré, quoi. Je pense que c'est les plus dures à voir et on doit avoir une sacrée vue dedans. Ensuite, au troisième étage, on a encore l'internat. Et aussi, vous pouvez voir que vous avez écrit info quelque part. Ça, en fait, c'est la partie du département d'info où il y a les chercheurs. Donc là, c'est l'endroit où il y a tous les chercheurs d'info. Au quatrième étage, vous pouvez voir écrit DMA. Là aussi, c'est là où il y a tous les chercheurs du DMA. Il y en a aussi à d'autres endroits, j'en ai pas parlé, bon, c'est pas très important. Et aussi, de cet endroit, vous pouvez avoir une jolie vue sur Paris. Et à l'ENS, en fait, là, j'ai parlé du 45, mais en fait, tout autour, juste à côté, il y a encore d'autres endroits de l'ENS. Il y a l'annexe qui est juste en face, et que vous avez pu voir dans la vidéo où je me suis filmé, avec que des chambres à cet endroit-là. Donc, c'est l'endroit où j'étais. Le 45 rue d'Ulm, c'est le même bâtiment que l'annexe, en fait, et c'est celui qui héberge le département de biologie. Vous avez le 29 rue d'Ulm, pardon, qui héberge le département d'études cognitives et la bibliothèque de sciences expérimentales. Et vous avez le 24 rue Lomont. En fait, tout ça, c'est vraiment juste à côté. Hein. C'est à 5 minutes l'un de l'autre. Vous avez le département de géosciences. Et ensuite, donc, vous avez une partie qui est au 45 rue d'Ulm et vous avez une autre partie qui est à Montrouge et une autre partie qui est à Jourdan. Pour la partie qui est à Montrouge, en fait, Montrouge, c'est juste à la sortie de Paris. C'est dans le 92 et c'est à peu près, j'ai regardé, 20 minutes de vélo. Vous avez qu'un internat là-bas. J'y suis jamais allé, mais je vais y aller en fait à la rentrée là, pour le premier semestre seulement, parce que je vais avoir un stage pour le second. Et vous avez enfin le campus Jourdan, qui se trouve dans le 14e arrondissement de Paris, donc c'est dans Paris, et qui a à peu près 15 minutes de vélo. Il a été refait cette année en fait. Il contient un internat, le département de géographie de sciences sociales, enfin les départements de géographie de sciences sociales, des salles de classe, une cantine, une bibliothèque. Et je suis jamais allé là-bas. Et je me dis qu'en fait, peut-être que pour l'année prochaine, j'aurais peut-être dû choisir Jourdan. Bon, enfin, c'est pas très grave, hein, mais on verra. Donc maintenant que je vous ai localisé et fait visualiser un peu plus l'ENS, c'est-à-dire que maintenant que vous savez pardon, un peu plus ce que ENS signifie concrètement, je vais continuer à parler de la rentrée. Donc je vais revenir au lundi 5 septembre parce qu'il y a encore plein de choses dont je n'ai pas parlé. Donc il y a une partie de la journée qui était administrative. On a tout simplement rempli des papiers, par exemple pour la mutuelle. Donc moi j'ai pris la MAJ qui se trouve juste à côté de l'ENS. Vous avez aussi, j'ai aussi rempli l'engagement décennal comme vous avez pu voir dans la vidéo. J'ai donné mon RIB pour le loyer et le salaire. Ils nous ont donné les codes Wi-Fi, les accès au compte Clipper, la carte multifonction, enfin plein de trucs administratifs. Et ensuite l'après-midi on a une conférence de rentrée. Donc le but c'est de nous présenter le planning de rentrée. Le planning de rentrée c'est tout simplement 2 semaines et demie de conférences, de visites de département et aussi quelques moments où on va faire des projets tutorés. Alors, je vous ai donné vous avez le lien du planning en description, bien sûr. Et qu'est-ce que c'est les projets tutorés? C'est tout simplement, ils nous donnent une liste de projets proposés par des chercheurs, d'accord? Et ces projets sont proposés dans tous les domaines scientifiques. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit un des projets et on va travailler pendant 3 séances de 2 heures, pendant toute la période de rentrée, avec le chercheur. Et on va réfléchir sur le problème. Et j'ai un petit conseil, moi, c'est ce que je vous
conseil, c'est de choisir un projet que vous ne choisiriez pas. Moi, j'ai choisi un projet d'info. Il était très bien, mais j'aurais dû choisir un projet autre part pour découvrir autre chose en fait. Parce que si, enfin, là, j'ai pas vraiment exploré un autre département de l'ENS. Et après, vous aurez peut-être pas trop l'occasion de le faire. Donc, profitez de ce projet pour prendre un truc autre part et découvrir autre chose quelque chose que vous n'auriez pas pris naturellement. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour ce projet. Et ensuite, on a eu, donc dans cette conférence de rentrée, en plus du planning, on a eu une présentation globale de la formation. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter globalement la formation à l'ENS. Donc, enfin, j'ai fait mes recherches et il y a aussi tout ce que j'ai à rajouter moi personnellement sur la formation à l'ENS qui rentre dans ce que je vais vous dire. Donc, la première chose, la première question qu'on peut se poser, c'est comment rentrer à l'ENS. Voilà, avant même de parler de ce qu'on peut y faire, la première question qu'on peut se poser, c'est comment rentrer à l'ENS. Donc là, je vous conseille d'aller voir pour avoir. Je résume tout, mais normalement, il y a d'autres informations peut-être sur le site de l'ENS. Donc là, dans ce que je vais dire, il y a plein d'informations sur le site de l'ENS. Par exemple, ils ont une page admission, concours, etc. Ils ont une page sur les formations, ils ont une page sur les carrières, ils ont plein de pages sur les départements, sur tous les départements. Donc allez voir le site de l'ENS pour avoir d'autres informations. Normalement, je parle de beaucoup de choses là, mais si vous voulez d'autres choses, vous pouvez aller voir le site de l'ENS. Donc comment on rentre? Il y a le concours. Premièrement, il y a le concours ce qu'ils appellent voie CPGE. Donc c'est les concours qu'on a en classe préparatoire. Donc en sciences, vous pouvez rentrer par le concours MPI, le concours info, le concours PC, le concours psy, qui est nouveau cette année, le concours BCPST. Et pour les lettres, vous avez le concours AL et le concours BL. Et vous pouvez rentrer en L3 ou en M1. M1, je pense, sur concours, hein, c'est plus pour les lettres, les personnes en lettres. Il n'y a pas beaucoup de personnes en sciences, enfin je connais aucune personne en sciences qui est rentrée sur concours en M1. Et la formation dure 4 ans. Vous êtes fonctionnaire stagiaire, donc ça veut dire que vous avez une rémunération qui est un peu plus de 1300 euros par mois. Ça varie selon les années. Enfin, si vous êtes en première année, deuxième année ou troisième année, vous n'avez pas exactement le même salaire. Et vous avez aussi bien sûr l'engagement décennal. Ensuite, vous avez un deuxième concours qui est le concours qu'ils appellent voie universitaire dossier. Enfin, moi, je l'ai renommé en dossier. Vous rentrez en L3 ou en M1. C'est 3 ans d'études et vous n'avez pas de rémunération. Ensuite, vous avez le concours sélection internationale. Là aussi, vous rentrez en L3 ou en M1, 3 ans d'études, et par contre, vous pouvez avoir une bourse d'études. Quel que soit le concours d'entrée, vous avez droit à 2 années de congé sans traitement, donc ils appellent 2 années de césure, c'est-à-dire 2 années où vous n'êtes pas rémunéré, mais en fait, vous sortez pas de l'ENS, c'est-à-dire vous faites une pause dans votre parcours et vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Vous n'êtes plus obligé d'étudier, vous pouvez faire ce que vous voulez, donc vous avez 2 ans de pause dans vos études. Vous avez le droit au système d'hébergement, c'est-à-dire vous avez encore le droit d'être logé, mais ça ne veut pas dire que vous avez une chambre, parce que le système d'hébergement de l'ENS est assez compliqué. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez une chambre, mais vous êtes juste considéré comme tous les autres personnes de l'ENS, élèves ou pas. Et aussi un truc que je voudrais faire remarquer sur le concours d'entrée, c'est que on est des petites promotions. Là, on était 340 en comptant tous les concours d'entrée. Et c'est ce qui rend en fait l'ENS, je trouve, très convivial, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens et ça arrive souvent de croiser les normaliens dans le quartier et dans Paris. Donc maintenant que vous savez comment on rentre à l'ENS, je vais vous présenter tout simplement le cursus classique d'un parcours à l'ENS. Donc par cursus classique, j'entends rentrer en L3 et faire 4 années d'études à l'ENS, qui est mon cas. Et je parlerai de mon exemple personnel après, plus loin dans la vidéo. Donc d'abord, il y a 3 points que je veux souligner sur le parcours à l'ENS. Et que je trouve vraiment incroyable et qui caractérise l'ENS. C'est premièrement la liberté qu'on a. Donc la liberté dans le choix du département, dans le choix des cours, et aussi la quantité de cours qui nous sont proposés. Le deuxième point, c'est la diversité et l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu impliqué par la liberté. L'interdisciplinarité, on est tellement libre qu'on peut vraiment mêler plein de cours différents ensemble dans notre emploi du temps. Et la diversité, l'offre des cours, c'est-à-dire qu'on a le choix, mais on a vraiment du choix. C'est-à-dire qu'on a plein de cours différents, j'y reviendrai plus tard. Et le troisième point, c'est la formation par la recherche. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'est de nous former à la recherche et par la recherche. Donc ça implique pas mal de choses dans la formation. Ça, je vais essayer de vous le faire sentir tout au long de la vidéo. Donc la première étape dans le parcours, en général, quand on rentre, donc dans mon parcours, je commence par faire une L3. Donc en première année à l'ENS, je fais une L3. La première étape, en fait, dans la réalisation de cette L3, ça va être de choisir la licence que je veux faire. Et en fait, on a le choix entre une licence simple, qui correspond à un équivalent de 60 ECTS. Alors les ECTS, c'est une manière d'évaluer la valeur d'un cours. C'est quelque chose qui est européen. Je ne sais plus exactement la signification. Et en gros, il faut à chaque fois 60 ECTS par an pour valider. Alors, c'est 60 ES pour une licence, 60 ES pour un master. D'ailleurs, votre première année de prépa, elle vaut 60 ECTS. Votre deuxième année de prépa, elle vaut 60 ECTS. Donc, on va dire que 60 ECTS, c'est la quantité minimale pour valider une année. Et c'est un standard européen. Donc, une licence, on peut choisir de valider une licence simple.
Donc par exemple une licence de maths, une licence d'info, une licence de physique. Ou alors valider une double licence qui vaut cette fois-ci 120 ECTS, donc l'équivalent de 2 licences. Donc par exemple maths info, maths physique, maths bio, mais il y a encore plein d'autres licences. Alors à l'après-rentrée, à la rentrée, il disait qu'une double licence c'était 120 ECTS, mais c'était quand même un peu moins de travail que 2 licences à la fois, que si on faisait licence de maths par exemple et licence d'info c'est pareil. Et ensuite, donc, on choisit la licence, et ça nous permet, c'est ce qui donne le rattachement à un département. Et si on fait une double licence, bon, enfin, c'est un peu plus compliqué le rattachement, mais en gros, c'est ce qui donne le rattachement à un département. Ensuite, une fois qu'on a choisi notre département, on nous attribue un tuteur. Donc, c'est un enseignant-chercheur ou un chercheur du département qui est bien sûr qui cherche dans le département où tu viens de te rattacher. Ça a plus de sens. Ensuite, tu t'inscris à la fac. Donc, par exemple, en info, on est inscrit à Paris 7, Paris Diderot. Et on a été bien aidé par la secrétaire parce qu'il y a plein de papiers. Elle a fait quasiment tout le travail. J'avais juste à rentrer, elle a tout envoyé. Enfin, c'était vraiment très simple l'inscription à la fac. Là, une fois que tu as choisi la licence, la deuxième étape, et qui va se reproduire en fait à chaque début de semestre, donc la première fois au premier semestre et la deuxième fois au deuxième semestre, ça va être d'effectuer ton programme d'études. En gros, ça veut dire que tu choisis les cours que tu veux suivre dans le semestre. Donc là, je vous conseille de regarder le site de chacun des départements qui détaille vraiment les emplois du temps et les différents cours. Pour la licence, donc qui vaut 60 ECTS, pardon, on a des cours qui sont imposés, c'est-à-dire on sait d'emblée qu'on va devoir suivre ces cours-là. Puis après, on a le choix pour le reste des cours. Par exemple, en info, on a eu 5 cours imposés pendant l'année, qui étaient à 9 ECTS chacun. Et on devait au moins en choisir 2 parmi 6 après, au-delà pour valider la licence, plus faire un stage de 2 mois, juin-juillet, à 12 ECTS, j'y reviendrai. En général, un cours, c'était de durer à peu près 4 heures. Au minimum pour valider la licence, donc là j'ai calculé, donc je vous ai dit pour valider la licence c'est 60 ECTS. Et donc si je calcule en quantité de cours, ça faisait à peu près 14 heures de cours par semaine, plus du travail perso, mais ça c'est variable selon les personnes. Et il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de colle, on n'a pas de DS, enfin ça fait quand même pas grand chose en fait, 14 heures de cours dans une semaine, c'est un peu moins de 2 jours de 8 heures. En prépa on faisait largement ça. Donc si on veut valider une licence à l'ENS en tout cas, ça prend pas trop de temps dans l'emploi du temps. Et en plus de la licence, donc de choisir les cours que tu vas mettre dans ta licence, tu choisis les cours que tu vas mettre par le diplôme de l'ENS. Alors qu'est-ce que c'est le diplôme de l'ENS? C'est un diplôme donc de l'ENS. En fait, l'idée c'est que quand tu sors de l'ENS, tu valides ce diplôme et tu as un diplôme reconnu, que tu puisses dire je suis diplômé de l'ENS. Parce qu'avant, il n'y avait pas ce diplôme-là et tu disais que tu avais été à l'ENS, mais tu n'avais jamais il n'y avait pas de diplôme disant certifiant ton niveau à la sortie, disant que cet élève a été à l'ENS. Donc c'est dans ce but-là qu'ils l'ont rajouté. Et pour bien sûr l'obtenir, il faut faire des choses en plus. Donc ça demande de valider 72 ECTS sur 4 ans, ce qui fait 24 ECTS par an. Et ces 72 ECTS doivent être répartis de la manière suivante. Donc il y a 24 ECTS que tu dois valider dans ton département de rattachement et 48 ECTS que tu peux valider n'importe où. Donc là, tu as vraiment une totale liberté. Enfin, plus ou moins, il faut regarder les formalités, mais tu as quand même beaucoup de liberté. Tu peux en valider dans le département littéraire, etc. Ça, c'est pour ce qui est obligatoire, mais après, ensuite, tu peux prendre vraiment d'autres cours. Ça, c'est la partie obligatoire, mais tu peux vraiment prendre des cours partout, et vraiment te faire plaisir et suivre tous les cours que tu veux. Et ensuite, une fois que tu as listé les cours que tu veux prendre, bien sûr, il faut que ça colle avec ton emploi du temps et tout, bon, ça, je te laisse faire. Et ensuite, tu dois faire valider ton programme d'études par le tuteur, c'est-à-dire tu vas le voir et il regarde avec toi si c'est cohérent, si c'est pas trop de travail, etc. Et ensuite, une fois qu'il a validé, ensuite, une fois qu'il est d'accord, il le valide. Et là, c'est bon, tu as ton programme d'études et tu es prêt pour ton semestre. Des fois aussi, il y a plusieurs cours qui se... Enfin, des fois, à ce moment-là de l'année, tu n'es pas encore sûr de tous les cours que tu vas prendre parce que tu n'as pas eu trop de temps de tester. Donc du coup, c'est possible de dire, je vais prendre celui-là, celui-là ou celui-là. Et, enfin, en vrai, c'est super libre et tu peux même modifier ton programme d'études pendant le semestre. Et, enfin voilà, c'est vraiment libre. Mais l'idée, c'est vraiment, il donne un programme d'études pour voir où l'élève va et pour pouvoir le suivre pendant l'année. Ensuite, une fois que tu valides ta L3, la deuxième année à l'ENS, enfin, je ne sais pas si c'est la deuxième année, mais la deuxième étape à l'ENS, c'est de valider un M1. Donc là, je vous donnerai plus de détails l'année prochaine. Mais en gros, c'est le même procédé que pour la licence. Vraiment, c'est la même chose. Tu choisis du master, tu choisis le master d'abord, puis après, tu choisis les cours que tu vas suivre. Par exemple, en info, il y a 2 masters. Il y a le MPRI qui est par défaut, mais tu peux aussi prendre le MVA. Et le premier semestre en master, en info, hein, là, je parle, tu as des cours. Et le deuxième semestre, c'est un stage de 5 mois à l'étranger. Ensuite, la troisième étape, c'est de valider un master 2, pardon. Donc là, je vous donnerai plus de détails dans 2 ans. Là encore, c'est le même procédé. Et par exemple, en info, le premier semestre, c'est des cours et le deuxième semestre, c'est aussi un stage de 5 mois.
Et ensuite, votre parcours, en fait, il n'est pas encore forcément fini. Si vous voulez, vous pouvez l'arrêter, mais l'ENS vous donne en fait une année de plus. C'est une année bonus, en fait, pour étudier autre chose qui n'est pas forcément dans le parcours que vous avez pris. Et vous pouvez la placer, en fait, cette année. C'est pour ça que quand j'ai dit en deuxième année, vous faites un M1, c'est pas forcément vrai. Vous pouvez placer, en fait, cette année bonus un peu partout quand vous voulez. Donc, au début, je sais pas si c'est vous, mais vous pouvez la placer à différents moments. Donc, moi, je vais la prendre. Enfin, je pense très fortement que je vais la prendre. Je sais pas encore quand est-ce que je vais la mettre dans mon parcours. Mais donc, vous avez cette année-là. Les élèves, c'est-à-dire les personnes qui sont rentrées sur concours et qui sont rémunérées, euh, sont encore rémunérés pendant cette année-là. Alors juste une question de terminologie, les élèves c'est les personnes rentrées sur concours et les étudiants c'est les personnes rentrées sur dossier ou sur concours voie universitaire comme ils appellent. Et en fait, pendant cette année-là, on est totalement libre d'étudier ce qu'on veut. Donc par exemple, on peut faire un deuxième master ou alors on peut préparer l'agrégation ou autre, je sais pas, je connais pas toutes les possibilités. Et en plus de cette année-là, on a encore 2 années, donc 2 années de césure, CST, congé sans traitement. Et on peut aussi les placer où on veut dans notre scolarité. Par contre, là, on n'est pas rémunéré et on n'est pas obligé aussi d'étudier. Donc, c'est encore 2 années de plus. Et à la fin de tout ça, vous obtenez le diplôme de l'ENS. Donc, c'est le fameux diplôme qui nous permet de dire qu'on vient de l'ENS. Et en plus, et après, pardon, ce qui est enfin, vous avez des choses facultatives. Par exemple, vous pouvez continuer par faire un doctorat. Donc, ça, c'est 80% des élèves qui en font un. Et là aussi, je vous donnerai plus de détails dans quelques années. Et ensuite, concernant le débouché, donc je vous ai présenté tout le parcours, le parcours général. Et là, on peut très bien se poser la question des débouchés. Moi aussi, je me la suis beaucoup posée. Donc, le site de l'ANS les détaille pas mal, ces débouchés. C'est même fait selon les départements. Enfin, je sais pas, vous pouvez aller voir. Pour les sciences, en tout cas, il y a 65% des personnes qui sont chercheurs ou enseignants-chercheurs, 10% qui sont enseignants en classe préparatoire ou dans le secondaire, et 5% qui sont dans les grands corps d'État, donc par exemple le corps des mines, et 15% qui sont en entreprise ou en start-up. Donc il y a quand même 15% des gens qui travaillent en entreprise ou en start-up. Je ne sais pas ce qu'ils font dedans, hein. Ça se trouve ils font de la recherche ou ils font pas de recherche, je ne sais pas. Mais il y a quand même 15% des gens qui travaillent en entreprise ou en start-up. Et aussi un truc que je tiens vraiment à dire, c'est que l'ENS, je trouve, ne forme pas seulement pour l'enseignement et pour la recherche. Elle propose une formation scientifique qui est très très poussée. Euh, et elle est peut-être dans les meilleures françaises. Enfin, en tout cas, elle est vraiment très poussée. Donc du coup, pour la formation scientifique, enfin, vous perdez absolument rien en allant à l'ENS. Et aussi un autre truc que je tiens à dire, c'est que les intitulés des cours, des fois, sont les mêmes entre l'ENS et des écoles d'ingé, mais en tout cas, le contenu des cours est pas le même, je pense vraiment, parce qu'on fait des trucs super poussés à l'ENS. Par exemple, typiquement le cours de proba. Et du coup, elle ne forme pas seulement pour l'enseignement et la recherche, la formation scientifique est très poussée. Ok, certes, elle prend pas en compte tout ce qui est gestion d'entreprise et tout ce qui est. Elle est moins tournée en entreprise dans sa formation, mais les compétences que l'entreprise va demander, elles sont données. Les compétences scientifiques que l'entreprise va demander, elles sont données par la formation à l'ENS, je pense vraiment. Et il y a beaucoup d'élèves aussi qui rentrent à l'ENS, et en fait, c'est ça qui est important, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui rentrent à l'ENS pour être chercheurs et enseignants. Et donc c'est pour ça que le débouché est dans l'enseignement et dans la recherche, c'est parce que quasiment tous les gens qui rentrent veulent faire ça, donc du coup le débouché est dans ça. Mais moi je reste persuadé qu'il est très facile de ne pas forcément continuer dans l'enseignement ou dans la recherche ensuite. En tout cas la formation, je pense, ne pénalise pas du tout. Et vous pouvez voir, si vous voulez, sur le site de l'ENS, plein de témoignages et d'exemples de parcours d'élèves de l'ENS qui racontent ce qu'ils ont fait après l'ENS. C'est vraiment très intéressant, donc je vous conseille d'aller voir ça. Maintenant que je vous ai présenté le parcours global à l'ENS, je vais revenir à la rentrée et au lundi 5 septembre. Bon, non, je rigole, on va passer au mardi 6 septembre. Donc, ce jour-là, on a eu le matin une conférence données massives et apprentissage statistique. De mémoire, c'était intéressant. Et ensuite, de midi à 14h, et ça pendant toute la période de rentrée, on a eu les permanences du COF et du BDS, les permanences des clubs aussi, et aussi d'autres associations qui ont été présentées. Et du coup, en fait, là, je vais en profiter pour maintenant vous présenter toute la vie associative de l'école. Enfin, bien sûr, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, mais là, je vais tout vous présenter en détail. Donc, premièrement, il y a eu la permanence du COF et du BDS. Alors, le COF, c'est le comité d'organisation des fêtes, qu'on appelle BDE, je pense, dans les autres écoles. C'est l'association des élèves de l'ENS. Il est composé de 13 personnes qui sont réunies tous les 6 mois, au début décembre et début juin, mais en juin, ça change pas trop. Et pour être élus, ils font une campagne. Donc, dans l'école, il y a des événements à propos de ça, des soirées, etc. Ça bouge la vie de l'école un petit peu. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils ont plusieurs activités. Premièrement, ils coordinent et financent les activités de la quarantaine des clubs de l'ENS. Et vous pouvez voir la liste des clubs sur leur site et sur la plaquette 2017.
Ensuite, ils organisent les principaux événements de l'école, donc par exemple le week-end d'intégration, le gala de l'école, les soirées en cafette du jeudi soir, et aussi des voyages. Ils éditent le Bocal, c'est le journal du COF, qui a été publié, donc il est publié, ce Bocal est publié tous les jeudis, et le premier numéro date de juillet 1990. Ensuite, ils gèrent aussi le système de cours, et en fait, il y a un système de petits cours que vous pouvez voir sur leur site internet et en fait, c'est quoi? C'est les gens qui peuvent être extérieurs de l'ENS, enfin, il y a que ça principalement, posent une annonce de cours particuliers dans une certaine matière, et ensuite les élèves de l'ENS s'inscrivent pour donner des cours, et ils sélectionnent aussi des matières, et ensuite il y a des matchs. Et j'ai plein d'amis qui ont donné des cours particuliers grâce à ça. Moi, personnellement, j'en ai pas trop fait parce que j'avais d'autres activités de ce type, mais en tout cas, ça marche, quoi. Et ils gèrent aussi des événements culturels. Donc ça, c'est 6 membres du COF qui gèrent ça. Ils font partie du BDA, donc le Bureau des Arts. Et ils organisent par exemple le tirage du BDA. Donc c'est plusieurs tirages dans l'année, je crois qu'il y en a eu 3 cette année. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en vente des places de théâtre ou d'opéra, enfin de choses. En général, ces places sont vraiment pas chères. Et tous les normaliens peuvent en acheter. Donc, et grâce à ce tirage, j'ai pu voir 2 pièces de théâtre. J'aurais dû en voir 3, mais j'en ai vu 2 en achetant tout simplement des places. Ils organisent aussi des visites culturelles. Par exemple, ils ont organisé la visite du musée Picasso vers le début de l'année, ou encore les inter-ENS culturels qui ont eu lieu à l'ENS Lyon cette année. Et la dernière chose, c'est qu'ils organisent le 48 heures des arts. Je reviendrai un peu sur tous ces événements plus tard dans la vidéo. Le COF, et donc le BDA, a un petit local aussi dans l'ENS. Vous avez pu le voir, je pense, dans le plan sur le rez-de-chaussée. Et ils ont des horaires de permanence, c'est-à-dire des horaires dans lesquels on peut le voir. Donc il y avait la permanence du COF et aussi la permanence du BDS. Le BDS, c'est le bureau des sports. Ils ont un site internet aussi qui est dans la description. Il est composé celui-ci de 8 personnes qui sont aussi réélues, cette fois-ci sont réélues chaque année, et ils font aussi une campagne pour être élus, et ils coordinent et financent les clubs sportifs. Vous pouvez voir la liste des sports sur leur site internet. Ils organisent aussi les inter-ENS, ça c'est un peu comme les inter-ENS culturels, les inter-Q, là c'est spécifique pour les sports. Ils organisent aussi une semaine de ski, le week-end d'aventure, enfin la girafe c'est une journée rando, et ils ont aussi un local dans l'ENS qui est en fait le même que celui du COF, et ils ont des horaires de permanence. Et donc du coup, pourquoi entre midi et 14h là ils faisaient une permanence tous les jours de la semaine? C'était tout simplement, alors le COF c'était pour permettre aux gens de cotiser pour l'année. Donc la cotisation au COF ça coûte 70 euros pour un élève, et pour un étudiant je pense que c'est 35 euros, je suis pas sûr. Et ça permet la réduction ou la gratuité de soirées, de clubs, etc. Et aussi pour participer au méga. Alors pour les élèves c'était 100 euros la participation au méga, et pour les étudiants c'était 50 euros. Le BDS lui faisait sa permanence pour la même chose quasiment que le COF, c'est-à-dire pour cotiser au club sportif de l'ENS. Donc c'est 30 euros pour les élèves et 20 euros pour les étudiants. Mais aussi par exemple on peut avoir des réductions pour certains événements dans l'année, comme par exemple la semaine de ski. Et ensuite, il y avait la permanence d'autres clubs, tous les clubs gérés par le COF, le BDS. Et du coup, en courant, en fait, il y avait plein de petits stands un peu partout, et on pouvait se balader et voir les différents clubs. Pour chaque club, en fait, comment fonctionne un club? Pour chaque club, il y a un respo du club, ou plusieurs, qui se renouvellent chaque année. Et c'est eux qui gèrent l'organisation du club. Ça implique d'aller des fois à quelques rendez-vous pour des financements durant l'année, etc. Et bien sûr d'organiser toute la vie du club. Et ils ont, en général, tous les clubs ont aussi un ou des horaires de rencontres périodiques. Donc en général, c'est hebdomadaire. Et ça varie, bien sûr, totalement selon les clubs. Et certains clubs aussi nécessitent une cotisation supplémentaire parce qu'ils font venir des professeurs, par exemple, extérieurs à l'ENS. Du coup, il faut cotiser pour suivre ces cours-là. Et tant que j'y suis, je vais vous parler de quelques clubs de l'ENS. En premier, il y a l'Ernestophone. Alors, c'est la fanfare de l'ENS. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce club. Ça fait super plaisir à chaque fois de les entendre dans l'année. Ils mettent l'ambiance, ils donnent envie de bouger, etc. Et ils jouent pour toutes les occasions, par exemple pour la rentrée, pour le méga, pour les inters, pour le ski, pour les portes ouvertes. Enfin, bref, ils jouent super souvent et ça met à chaque fois vraiment beaucoup d'ambiance et de gaieté, moi je trouve, dans l'école. Et de temps en temps, ils font des manches, c'est-à-dire qu'ils vont jouer dans la rue pour gagner un petit peu d'argent et pour financer leurs projets, etc. Donc il y a des fois où, pas loin de l'ENS, on peut aller les voir dans la rue pour les voir jouer. Ensuite, il y a un autre club, par exemple, il y a le Boom. C'est eux qui gèrent la musique pour les soirées de l'ENS. Par exemple, les soirées en café ou au gymnase, c'est eux qui mixent et qui font la musique de la soirée.
Le club bouffe, c'est ceux qui cuisinent enfin, c'est un club cuisine. Par exemple, ils proposent un brunch de rentrée ou des barbecues pour plein d'occasions, enfin, la rentrée, les 48 heures des arts, les admissibles, etc. Donc à plein de moments dans l'année, ils ont proposé à manger, ils ont fait à manger pour les Normaliens. Il y a aussi par exemple le Ciné Club, donc j'en ai parlé un tout petit peu avant, ils diffusent un film par semaine. Là, pour voir le film, c'est 4 euros pour les personnes qui n'ont pas cotisé pour le coffre et 3 euros pour celles qui ont cotisé pour le coffre. Il y a le club par exemple les N'importe quoi, les N'improte quoi, pardon, excusez-moi. C'est le club d'impro de l'ENS. Et moi aussi, enfin, j'aime beaucoup ce club aussi, pardon, parce que je trouve que c'est très drôle et je connaissais pas beaucoup l'impro avant, j'avais jamais vu vraiment ça et c'est vraiment super drôle à regarder et toute la créativité qu'ils ont autour d'un thème, c'est-à-dire qu'ils ont un thème et ils vont avoir 20 secondes pour réfléchir dessus et après ils vont parler dessus pendant 5 minutes et ça part tout en folie, enfin c'est vraiment, vraiment super cool. Il y a une super ambiance, à chaque fois. Ils ont fait par exemple un spectacle, enfin une session pendant le gala de l'ENS. Et aussi, ce qu'ils font dans l'année, c'est qu'ils font des matchs d'impro contre d'autres écoles. Donc, du coup, des fois, il y a d'autres écoles qui viennent à l'ENS ou alors ils vont dans d'autres écoles et ils font des matchs d'impro. C'est-à-dire que il y a des arbitres qui proposent des thèmes ou des jeux, etc. Et après, c'est les écoles qui votent sur quelle école a été la meilleure sur ce jeu d'impro, etc. C'est vraiment super cool à voir. Ensuite, il y a par exemple Akens. Donc, eux, c'est comme le nom l'indique, ça a l'air plutôt informatique. Donc, tout simplement, ils ont des projets plutôt technologiques, donc par exemple robotique, et ils ont aussi beaucoup de matériel. Et par exemple, en 2017, donc cette année, ils ont participé à la Coupe de France de robotique. Donc, ils sont partis, alors je sais plus exactement où c'était, mais ils sont partis, ils ont fait la Coupe de France de robotique. Et j'ai pas mal en vrai, il y a pas mal de copains d'info qui ont participé à ce club, c'est pour ça que je connais un peu ce club. Mais il rend service, j'ai entendu plusieurs personnes dire qu'ils avaient emprunté du matériel là-bas, et il rend service pour pas mal d'occasions à l'école. Et enfin, le dernier club que j'aimerais vraiment détailler, après je vais aller beaucoup plus vite, il y a le club œnologie. J'aime beaucoup ce club aussi. Et qu'est-ce qu'il propose? Eh ben, il propose tout simplement de déguster des vins chaque semaine. Donc chaque semaine, en fait, il propose des vins autour d'une thématique. Ça peut être un vignoble, ça peut être d'autres choses. Et on goûte 5-6 vins. Et en général, il y a le vigneron, enfin, ou la personne qui représente le vignoble, qui présente les vins. Et à la fin, on a du fromage, du pain, et on peut discuter. Et là, encore, si on est adhérent au coffre, c'est 8 euros, sinon c'est 12 euros, je crois. Et après, bien sûr, il y a encore plein d'autres clubs. Donc par exemple, échec ego, club fromage, le bocal. Et au niveau des sports, il y a badminton, foot, volley, escrime ancienne. Enfin, il y a plein de clubs différents. Enfin, vous pouvez vraiment trouver toutes les listes sur les sites internet. Et aussi, ça c'est quelque chose qui est vraiment bien à l'ENS, c'est que les danses sont vraiment beaucoup présentes. Et du coup, il y a plein de danses possibles. Et quand je dis possible, il y a vraiment plein de gens qui y participent. C'est pas des trucs. Enfin, c'est vraiment une activité très présente à l'ENS. Donc par exemple les pom-pom, le rock 4 temps, pardon, la salsa, le tango, la valse, la coré-coré. Enfin, il y a plein de choses différentes. Et là encore, vous pouvez trouver la liste en détail sur les divers sites. Et ensuite, entre midi et 14h, il y avait donc le COF, le BDS, plus les autres clubs. Et il y avait aussi d'autres associations. C'est pas vraiment des associations comme les clubs que je vous ai présentés, c'est plutôt c'est des trucs plus sérieux, on va dire, je pense. Donc par exemple, la première chose dont je voudrais parler, c'est PEI, c'est le programme étudiant invité. Et en quoi il consiste? Il consiste en fait en la formation de trinôme entre un étudiant migrant exilé qui ne peut plus suivre les cours dans le pays d'où il vient. Et donc ce migrant va suivre des cours de français quotidiennement donnés par des bénévoles. Dans le trinôme, il y a aussi un normalien qui a pour but de faire découvrir aux migrants l'école, de l'aider à s'intégrer dans l'école et l'aider dans ses cours, et un professeur qui suit en gros le projet d'études du migrant. Il y a une deuxième association qui s'appelle Talence. Alors pour les associations là que je présentais, vraiment les Normaliens, ils avaient des stands dans la rentrée et les Normaliens s'inscrivent dans ces associations là. Et après, c'est un programme à l'année en général et ils suivent, ils font partie du programme quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire là, que vous pouvez faire, les gens qui iront à une pourront faire à la rentrée. La deuxième association, c'est Talence. Donc là, ça marche plutôt par binôme. Et en fait, c'est un normalien qui suit un lycéen pendant un an. Alors le lycéen est de région parisienne et en général en première ou terminale. Et le normalien suit cet élève. Et ça consiste en quoi? Suivre, ça consiste tout simplement en travailler avec lui en fait des notions post-bac, l'aider dans sa méthodologie, le suivre, etc. Lui présenter un peu le parcours après le lycée. Et ils organisent fin août un campus. Alors ce qu'ils appellent un campus, c'est-à-dire qu'ils invitent environ 200 élèves de la région parisienne. Alors je ne sais pas si c'est de la région parisienne en fait,
200 élèves, on va dire, qui viennent et qui dorment à l'ENS. Donc en fait, ça implique que les normaliens doivent laisser leur chambre pour l'été. Donc c'est pour cette raison-là que moi j'ai dû laisser ma chambre à la fin de l'année. Donc les élèves viennent, ils dorment dans l'ENS et pendant toute la semaine, ils ont à peu près 6 heures de cours par jour. Et la soirée, ils la passent après en couro, ils font des veillées, des jeux, etc. Donc ça, c'est une autre partie du projet Talence. Et la troisième association dont je voudrais parler, qui n'est pas spécifique à l'ENS, celle-ci, c'est-à-dire je pense qu'on peut la retrouver dans d'autres écoles, c'est le GIX. Et en fait, ils organisent des ateliers scientifiques, c'est-à-dire des exposés plus un atelier après, dans des lycées partenaires. Donc ils ont 13 lycées actuellement. Et ça, c'est une ou deux fois, chaque normalien peut faire un ou deux ateliers scientifiques par an, ou plus comme il veut. Mais c'est beaucoup moins régulier que les deux associations PUI et Talence dont je vous ai parlé. Et eux, pourquoi ils étaient présents dans les permanences? Tout simplement, comme j'ai dit, pour découvrir et pour que les normaliens puissent s'inscrire et suivre et participer après à ces programmes pendant toute l'année. Et les clubs là dont je viens de vous parler, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui montre un peu, qui rend unique l'école et qui montre qu'elle ressemble à aucune des autres écoles. Je pense pas qu'il y ait vraiment, là, dans les projets que je viens de citer là, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment tous ces projets dans les autres écoles. Bien sûr qu'il y a d'autres écoles qui proposent ça, mais autant de créativité, de diversité, un peu de folie même des fois dans les clubs proposés. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui caractérise l'ENS. C'est vraiment la patte de l'ENS, ça je trouve. Voilà, en tout cas pour tout ce qui est vie associative. Maintenant, retour au mardi 6 septembre. Donc le soir, on a eu la photo de promotion. Après, la fanfare a joué un petit peu. Et j'ai rencontré mon parrain. Donc en fait, chaque élève à l'ENS est associé à un parrain du même domaine d'études pour les liens. Et il m'a fait visiter l'ENS. Et après, pendant toute l'année, il a répondu à toutes mes questions au niveau de l'orientation. Ensuite, je suis allé discuter en cours avec d'autres conscrits. C'est le nom de ceux qui rentrent à l'ENS. Et j'ai retrouvé par exemple un gars que j'avais croisé pendant les Eurolix. Et j'ai pu discuter avec des gens très intéressants de tout horizon, en philo, en droit, en cinéma, en maths, en physique, en bio, enfin plein de départements. Et j'ai aussi j'ai trouvé des gens de Fermat. Et immédiatement, j'ai ressenti que tous les gens sont passionnés par ce qu'ils étudient. Et pour moi, je pense, c'est un peu une caractéristique aussi de l'ENS. C'est-à-dire que tout le monde est passionné par son domaine d'études, quoi. Un petit conseil, c'est pour ceux qui rentreraient à l'ENS pour la semaine de rentrée, là, pour la période de rentrée, c'est d'aller en cours, je pense, et ça va vous permettre de sociabiliser plus rapidement avec les gens de l'ENS, parce que tout le monde à ce moment-là est en cours et tout le monde a envie de parler à d'autres gens. Donc c'est une petite astuce. Avant de me coucher, j'ai écrit le post sur ma journée et j'ai ouvert mes mails. Alors je fais juste un petit point sur l'école. Vous savez que, j'ai dit plus tôt que j'avais été allé sur Paris, j'avais envoyé des mails et distribué j'avais mis ma lettre de motivation dans les casiers des profs. Et jusqu'à présent, j'avais eu aucune réponse positive, j'avais eu que des réponses négatives de profs qui ont déjà eu en fait leur colère et ils me disaient que c'était trop tard, qu'il fallait que je m'y prenne plutôt début mai à la place de fin août. Et donc ce mardi soir, je check mes mails et là je vois quoi? Je vois un message d'un prof à Fénelon qui a lu ma lettre de motivation en fait et qui me donne 1 heure de colle par semaine. Il veut me prendre, il me donne 1 heure de colle par semaine. Donc là, je suis vraiment trop content. Mais comme il est 2 heures du mat, en fait, je me dis, c'est pas grave, je vais répondre demain matin. Donc ensuite, le mercredi 7 septembre, je me lève et je vais directement répondre à mes mails. Mais en fait, il n'y a pas Internet. Il y a une coupure totale d'électricité à Ulm. Et il n'y a plus Internet, il n'y a plus de lumière. Le site de l'ENS ne fonctionne plus. C'est vraiment un peu la pagaille dans la journée ensuite. Le matin, on a une présentation des départements littéraires, mais ils n'ont pas de diapo en fait, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Ce qui m'a le plus intéressé dans les départements littéraires présentés, c'était le département d'économie. Il y avait aussi le département d'études cognitives et le département d'histoire qui propose un cours d'histoire des sciences, donc ça c'est ce qui m'a le plus intéressé. J'en profite pour faire un petit point sur les départements à l'ENS. Donc il y a 9 départements de lettres. Alors je vous les liste: économie, histoire et théorie des arts, géographie, philosophie, sciences sociales, sciences de l'Antiquité, littérature et langage, espace des cultures et langage d'ailleurs, qu'on appelle éclat, c'est plus rapide. Et il y a 7 départements de sciences: physique, mathématiques et applications, informatique, biologie, chimie, géosciences, environnement et société. Et juste, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est le département d'études cognitives. Parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens et le nom, moi, je savais pas trop ce que c'était. Du coup, en fait, ils essayent dans ce département de comprendre le cerveau humain. Donc ça va par exemple, la perception, la mémoire, le raisonnement, le langage, les émotions. Et ça mêle en fait la modélisation mathématique, les neurosciences, l'informatique, la modélisation mathématique, j'ai déjà dit, la linguistique. Ça mêle pas mal de domaines
de domaine. Donc ça, le matin, on a eu une présentation globale un peu de tous les départements. Et l'après-midi, on a eu, en fait, la présentation des départements 1 à 1 a commencé. Et on a eu la présentation de ECLA, donc c'est le département, en fait, espace des cultures et langues d'ailleurs. Donc en fait, c'est le département qui propose tous les cours de langue de l'ENS. Dans ce département, il y a un nombre incroyable de langues. Alors j'ai compté, il y a 22 langues proposées. Certaines sont enseignées qu'à de très rares endroits. C'est ce qu'il disait pendant la présentation. Vous pouvez voir sur le site internet du département, bien sûr, la liste. Et ça illustre par exemple la diversité de l'offre de l'enseignement. Enfin, les langues proposées sont juste incroyables. Et cette année, ils ont ouvert une nouvelle langue même. En fait, c'est des normaliens qui se sont regroupés. Donc je crois qu'il faut être 7 ou 8, ils étaient au moins 7 ou 8. Et ils ont demandé à ouvrir un nouveau cours qui est un cours d'espéranto. Et donc du coup, comme ils étaient assez, ils ont fait la demande et le cours a été ouvert suite à la demande. Ça montre vraiment que l'ENS, c'est une école qui est à l'écoute de la demande et qui est prête à donner une formation sur mesure pour ses élèves. C'est vraiment un autre point caractéristique de l'ENS, quoi. Enfin, cette liberté, cette adaptation, cette diversité, enfin, vraiment, on nous met tous les moyens pour réussir et là, ils ont pu ouvrir leur cours d'espéranto. J'ai vu aussi sur le groupe de l'ENS, enfin, il y a un groupe de l'ENS sur Facebook, il y a un mec qui va ouvrir un autre cours cette année de langue, je sais plus exactement ce que c'est. Et juste concernant les langues, l'étude des langues est obligatoire dans certains départements. Par exemple, en maths, si vous allez dans le département de maths, vous allez être obligé de suivre au moins un cours de langue par an. Et pour l'info, c'est vivement recommandé de suivre un cours de langue, mais comme on fait déjà des stages à l'étranger, c'est pas rendu obligatoire. Et ensuite, une fois que la présentation du département ECLA a été finie, je suis sorti direct en fait, et je suis allé dans un McDo pour avoir internet et pour répondre au maître de stage. Du coup, j'y suis allé et j'ai répondu. Et après, après le département d'ECLA, il y avait des réunions pour les pensionnaires étrangers, mais j'ai pas assisté. Ensuite, le soir, on a eu un concert de bienvenue, mais il n'y avait pas d'électricité, du coup, le concert, il n'a pas trop eu lieu, quoi. Ils ont ramené des groupes électrogènes à la fin de la soirée, et vers minuit, on a eu le retour d'Internet. Du coup, j'ai eu la réponse du prof, enfin du prof qui me proposait une heure de colle, et en fait, il m'a dit que c'était trop tard, en fait, parce que il avait envoyé le mail à 2 personnes à la fois, et il avait pris quelqu'un d'autre avait répondu avant moi, du coup, il avait pris quelqu'un d'autre. J'étais assez déçu à ce moment-là, je me dis, putain, c'est sûr, je pourrais pas coller cette année, quoi. Et il m'a quand même dit de lui envoyer mon CV, du coup, je lui ai envoyé mon CV. Et il m'a répondu sur le coup, juste après, il m'a dit, on sait pas, ce que je vais faire, c'est que je vais te garder en tant que colleur remplaçant. À chaque fois qu'il y aura un prof absent, tu le remplaceras. Et en fait, il s'avérait que genre le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, il m'a dit, mais en fait, les 2 premières semaines, là, il y a un colleur qui est pas là. Il a 2 heures de colle tous les 2 mercredis qui vont venir et il sera pas là. Et du coup, il m'a demandé si je voulais le remplacer. Et du coup, je l'ai remplacé. J'étais super content parce que j'allais pouvoir coller. Bon, c'est pas grave si j'ai pas pu coller à l'année. Et finalement, en fait, c'est peut-être mieux parce que ça prend quand même pas mal de temps. Du coup, j'étais super content. Et j'ai dû faire la démarche administrative pour coller, qui est assez compliquée et pénible. Je me rappelle plus exactement les détails, mais en gros, il faut l'autorisation du lycée concerné et de l'ENS. Du coup, j'ai dû faire plusieurs allers-retours entre les deux endroits. Et pour le salaire d'école, je vous mets là une petite image avec ce salaire. Moi, j'étais le code taux 6, donc ça veut dire 53 euros par heure. En fait, là, il faut vraiment prendre en compte que c'est 53 euros par heure pour la présence en colle. Mais si tu veux faire une bonne colle, ça demande de prendre du temps avant pour chercher des bons exos et pour bien les répartir selon les élèves. Ça demande la recherche des exos et la préparation des exos demande du temps. Et la première fois, pour préparer 18 exos, c'est-à-dire 3 exos par élève donc il y a 3 élèves par colle et j'avais 2 heures de colle, donc 18 exos, ça m'a pris 4 heures. Donc j'ai été payé pour 2 heures, mais en plus chez moi j'avais fait 4 heures en plus. Donc ça réduit un peu, on est bien payé, hein, c'est bien payé, mais ça réduit un peu le tarif. Et ensuite le soir de ce mercredi, j'ai continué à discuter avec des gens en cours, j'ai fait d'autres rencontres et encore des très bonnes rencontres. J'ai rencontré un pensionnaire étranger irlandais, une personne qui était en médecine et une personne en médecine et à l'ENS elle était là pour suivre des cours de bio. Voilà, j'ai continué à explorer l'ENS. Le jeudi 8 septembre, on a eu la présentation du cursus scientifique. À ce moment-là, en fait, la question que je me posais, c'était est-ce que je veux faire maths, info ou maths info. Donc, ils nous ont présenté ce journal les différentes licences et aussi les doubles licences. Mais je sais pas, suite à la présentation, c'était pas suffisant encore pour moi. J'avais besoin encore un peu de temps pour réfléchir, pour savoir ce que je voulais faire. Du coup, j'avais pas plus précisément ce que je voulais faire. Ensuite, on a eu la présentation de l'AULM. L'AULM, c'est l'association des anciens élèves de l'ENS. Ils organisent en fait des rendez-vous carrière tout au long de l'année autour de différentes thématiques. Par exemple, il y en a eu une au début de l'année. C'était un rendez-vous carrière startup, c'est-à-dire qu'ils ont invité des normaliens qui travaillent dans des startups
ou des entreprises pour présenter leur travail et pour discuter avec nous et nous faire découvrir leur travail. Et ils organisent aussi dans l'année des after-work. Donc à mon avis, j'y suis pas, j'ai assisté à aucun, mais c'est des gens de l'ENS qui se regroupent pour discuter de leur travail. Ils financent aussi des projets de l'école et ils mettent à disposition un annuaire. Donc toutes les personnes de l'ENS sont listées dedans et on peut y avoir accès. Alors il faut peut-être payer, je sais plus, mais sur leur site internet ou alors par format papier. Et ils publient aussi une revue semestrielle appelée Archicube et en général ça aborde une thématique normalienne. Et enfin, ce jeudi 8 septembre, on devait avoir une réunion en projet tutoré, mais à cause de la coupure de la veille, ça a été déplacé. Mais c'est pas grave, je profite de ce moment pour vous parler un peu plus en détail de la réunion projet tutoré. Donc je vais vous parler des 3 séances, comme ça j'y reviendrai plus après. Donc le projet, moi, que j'ai choisi, c'était un projet d'info qui s'appelait Des pièces sur un échiquier. J'étais avec 2 autres élèves qui par la suite se sont retrouvés au département d'info. Et on était avec donc le chercheur qui a proposé le projet. Il était aussi prof de 2 cours que j'ai suivis pendant le reste de l'année, mais ça je ne savais pas à ce moment-là. Et en fait, pendant la séance, c'était simple, on était à son bureau avec, le tableau et les craies, et on réfléchissait, on se posait des questions, et on avançait petit à petit. C'était vraiment cool, et moi je passais un bon moment à chaque fois. Et comme je l'ai dit, le conseil, c'est vraiment de choisir un projet dans un domaine que vous ne choisiriez pas naturellement. Ensuite, le vendredi 9 septembre, on a eu la présentation du département de maths. Alors, je ne vais pas vous présenter tous les départements en détail, je parle très rapidement en fait, la présentation de chacun des départements, pour les sciences en tout cas, était similairement la même. Donc je ne vais pas prendre le temps de parler de chacun des départements. En gros, on avait quoi à chaque fois? On avait la présentation du cursus, une petite conférence et la visite des chercheurs et des labos où ils travaillaient. Et on avait aussi la possibilité du coup de poser plein de questions dessus. On a eu aussi une conférence sur le sujet de dissonance cognitive. Les conférencières, en fait, c'était pas vraiment des conférencières du coup parce qu'elles n'ont pas beaucoup parlé. Elles ont introduit le sujet pendant 20 minutes. Et ensuite, en fait, pendant tout le reste de la conférence, il y a eu un débat. Et on a eu il y avait vraiment une interaction entre les normaliens dans la salle. Il y a eu beaucoup de normaliens qui proposaient des bonnes idées, qui posaient des bonnes questions, etc. Moi, personnellement, j'étais très loin. J'ai jamais participé. J'étais très loin dans le débat. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce moment-là. C'était vraiment intellectuellement très intéressant. Et enfin, le soir, on a eu la soirée de rentrée. C'était au gymnase de l'école. Ça a commencé vers 22h30 à peu près. Ça a fini vers 4h. Donc la musique était organisée par le Boom. Et au milieu de la soirée, on a eu un show des pom-pom qui ont fait plusieurs chorégraphies. C'était vraiment cool. Et de manière générale, en fait, pendant toute l'année, j'ai beaucoup aimé la fanfare. Et aussi tous les passages de danse. Je sais pas, j'aimais vraiment bien voir des gens danser. Donc les pom-pom, par exemple, aux grosses soirées et aux événements danse. Mais aussi tous les autres danses. Il y avait vraiment beaucoup de danse et beaucoup de soirées danse et beaucoup d'événements danse. Et toutes les danses étaient très présentes. Et un autre truc aussi que j'aimais bien avec les pom-pom, c'est qu'il y avait beaucoup de garçons dans le groupe pom-pom. Ça peut paraître vraiment con ce que je vais dire, mais j'ai remarqué que dans les autres écoles, il y a beaucoup plus, il y a quasiment en fait que des filles dans les pom-pom à chaque fois. Et à l'ENS, il y a pas mal de garçons. Et moi, je sais pas, j'aime vraiment bien ça, le fait qu'il y ait, je sais pas, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, qui est autant de garçons que de filles. Alors, il n'y a pas autant de garçons que de filles, mais il y a vraiment beaucoup de garçons. Et je trouve que c'est une autre caractéristique de l'ENS. Et je pense que ça fait un peu partie de l'ouverture d'esprit de l'école, ce mélange des genres. Ensuite, le samedi 10 septembre, je me suis levé vers midi à peu près. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait ça dans une année scolaire. Et ensuite, l'après-midi, j'ai testé à peu près toutes les activités. Donc, il y avait fanfare, Krav Maga. Fanfare, j'ai fait un peu de trompette. Krav Maga, escrime, j'en ai pas fait ça par contre. Et rock, j'en ai pas fait, j'aurais bien aimé en faire. Et le soir, je suis allé à la diffusion de films. Le dimanche, il y a eu le Club Bouffe a organisé un brunch le matin. Il y avait beaucoup de choses à manger. C'était très bon, pas cher. C'était vraiment très bien. Et ensuite, l'après-midi, j'ai pu tester des sports. Par exemple, le basket, le futsal, le badminton, le volley, la pétanque. Plein de sports. Et le Quidditch aussi. Ça, c'est drôle. C'est encore une petite folie de l'ENS. C'était vraiment cool, quoi. Une après-midi vraiment détente. Et j'ai retrouvé aussi une personne que j'avais croisée à Montpellier en première, lors de 3 jours de conférence. Donc j'ai retrouvé des gens que je connaissais. Ça faisait vraiment super plaisir. Et à la fin de cette première semaine, en fait, j'ai écrit sur Facebook un post qui reprend un peu là ce que je vais dire et qui le décrit beaucoup mieux. Et surtout avec vraiment toutes les émotions que j'avais à cette époque-là. Donc déjà à la fin de la première semaine, j'avais déjà un petit groupe de personnes avec lesquelles je m'entends très bien. Ces personnes-là, c'est les personnes avec lesquelles je suis resté pendant toute l'année. C'est des très bons amis maintenant.
Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans notre petit groupe, en fait, il n'y a personne qui est du même département. Il n'y a aucune personne, enfin, il n'y a pas deux personnes du même département. Ça montre vraiment la diversité. Et moi, ça m'a beaucoup ouvert à l'esprit après pendant tout le reste de l'année. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. Et ensuite, j'ai senti que vraiment dès la première semaine, j'ai senti que j'allais être vraiment très bien à l'ENS. J'ai absolument tout ce dont j'ai besoin. Et depuis le début du milieu de ma spé à peu près, j'avais vraiment une envie de découvrir une vie, enfin de vivre, d'avoir de l'expérience, de m'ouvrir l'esprit, etc. Et là, j'ai senti dès la première semaine que enfin, l'ENS vraiment pourrait me donner tout ce que je voulais. Du côté associatif, par exemple, j'avais envie de découvrir des nouveaux sports, apprendre à danser, à cuisiner, faire de la musique. Au niveau des connaissances, j'avais envie de continuer à vraiment approfondir les maths et l'info. J'avais pu en parler dans ma vidéo l'année dernière. Découvrir aussi d'autres thèmes et d'autres cours, connaître des gens. Au niveau du travail, enfin, c'est-à-dire l'expérience de l'enseignement, enfin, là, je sentais que j'allais pouvoir faire d'école et être prof optimal, donc vraiment gagner de l'expérience. Et au niveau de la ville, à cette période-là, la rentrée, j'avais envie de découvrir, de tester des restaurants, des spectacles, des lieux, des musées, des théâtres, etc. Des one-man shows aussi. Et je sentais vraiment que l'endroit où je me trouvais à Paris, le 5e, là, c'était vraiment un endroit parfait pour faire ces découvertes-là. Et bien sûr, j'avais envie de découvrir aussi des trucs que je connaissais même pas en fait. J'avais juste envie de vraiment de gagner l'expérience et de vivre un peu. Parce qu'en prépa, c'est vraiment plus travail quoi. En une semaine, j'ai déjà commencé à découvrir un petit peu aussi, bien sûr, parce que les soirs, en fait, on testait des restos aux alentours. On a continué après pendant tout le reste de l'année. Et je pouvais tester par exemple des bières différentes en cafette chaque soir et des activités grâce au week-end. Bref, déjà à la fin de la première semaine, j'étais vraiment très content de ce que le NS proposait et je sentais que l'année ensuite allait vraiment être très bien. Ensuite, le lundi 12 septembre, on a continué les visites des départements. On a eu un apéro boom aussi et j'ai continué à discuter en cours le soir. Le mardi 13 septembre, le soir, j'ai eu la première réunion en fait des nouveaux profs à Optimal. J'ai signé le contrat de travail et ils nous ont expliqué le fonctionnement général d'Optimal en pratique quoi. Et ils ont aussi pris nos disponibilités pour premièrement les cours du cycle annuel. Donc en général c'était le samedi pour les sup. Pour les SP aussi, des fois c'est le dimanche. Enfin, ça dépend en fait des disponibilités des élèves, quoi. Et aussi, donc en plus des cours à l'année, des cours du cycle annuel, Optimal propose des cours à l'essai pendant les 3 premières semaines de rentrée à peu près. Et l'idée, c'est de permettre aux élèves de tester leur formule à l'année. Et donc du coup, chaque élève a droit au maximum 2 séances d'essai. Et pour les professeurs, ça implique qu'il y a plein de cours possibles au début de l'année, donc plein de cours à l'essai, partout enfin, à, à, à plein de moments dans la semaine. Et le but là de cette réunion, c'était de donner ces disponibilités pour savoir quelle séance on pourrait assurer. Et ensuite, à la fin de la réunion, on a eu un resto avec Optimal qui était vraiment très sympa. Et là, c'était beaucoup plus détente et on a parlé sur divers thèmes. C'était vraiment cool. Et ça a permis aussi déjà de rencontrer d'autres gens qui se trouvaient à Optimal, d'autres professeurs, au-delà des personnes avec qui j'avais eu la formation. Donc c'était vraiment super cool. Le mercredi 14 septembre, j'ai commencé par prendre un abonnement Vélib. Donc l'abonnement Vélib, ça coûte à peu près 30 euros par an. Et il y a un truc enfin, j'ai pris l'abonnement Vélib en fait parce que je sentais que ça allait être vraiment super pratique parce qu'à Paris, il y a des Vélib en fait dans toutes les rues, quasiment. Et enfin, quand je dis des Vélib, c'est genre une dizaine de Vélib dans chacune des rues. Et du coup, c'est vraiment omniprésent et c'est quasiment équivalent. Je dirais pas ça, mais à avoir son propre vélo, donc c'est vraiment très pratique. Et par rapport aux autres transports, en fait, c'est beaucoup plus libre, je trouve. Beaucoup plus rapide même dans certains cas, parce qu'il y a des voies spéciales pour les Vélib, du coup on évite tous les trajets, etc. Tous les embouteillages, pardon, etc. C'est moins cher, parce que ça coûte que 30 euros par an, et les autres transports, c'est beaucoup plus cher que ça. Et ça permet aussi de vraiment découvrir la ville. Quand tu es dans un transport, tu es enfermé. Et là, ça permet vraiment de découvrir la ville, d'aller un peu où on veut. On peut aller à beaucoup plus d'endroits, en fait, qui ne sont pas forcément accessibles par des moyens de transport. Ça, c'est du coup, je pensais que c'était vraiment un bon moyen pour me déplacer. Et j'ai utilisé ce moyen de transport pour aller à mes école, pour aller à Optimal aussi, mais aussi pour me déplacer dans Paris. Et je faisais à peu près 95% de mes déplacements, je pense, en dehors de l'ENS avec les Vélib. Donc c'était vraiment, pendant toute l'année, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Le mercredi aussi, j'ai eu mes 2 premières heures de colle. C'était la première heure de colle pour les élèves que j'ai eu. Et du coup, je suis passé de l'autre côté en fait, parce que pendant la prépa, je subissais les heures de colle, entre guillemets. Et là, je les ai faites subir aux élèves. Et pour ma première heure de colle, j'ai trouvé que la gestion du temps était assez difficile. Donc une heure de colle, c'est 1 heure. En vrai, c'est 55 minutes. Et ça va très vite parce que le temps de faire la question de cours, aider un petit peu les élèves, poser des exos, aider un petit peu les élèves, etc. Et l'heure, elle est déjà passée. Et après les 2 premières heures de colle, j'ai pu discuter avec les élèves que j'ai eus pendant à peu près 1 heure sur la prépa, les écoles, l'ENS, etc. Ça, c'était vraiment cool. Enfin, là, en fait, j'ai le plus interagi, c'était à la fin. Et pour l'école d'après, j'ai continué un peu à discuter avec les élèves
c'était vraiment intéressant et en fait c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aimais, c'était vraiment de discuter avec les élèves quoi. Et pendant une colle en vrai on n'a pas beaucoup le temps de le faire. Et du coup là je vais vous parler avec mon recul d'un an sur l'école. L'école en fait ça m'a permis de voir déjà ce qu'on nous reproche en prépa. Donc par exemple sur la forme, par exemple le tableau quand il n'est pas clair c'est vraiment super dur de le lire. Parce que le collègue il est loin en général du tableau, s'il a un ordi etc il est un peu loin. Et si c'est pas clair, c'est le bordel pour lire, tout est mélangé. Si l'élève en plus écrit pas assez fort sur la craie, il voit rien, il voit même pas ce qu'il y a écrit quoi. Donc là j'ai pu vraiment prendre en compte les remarques qu'on nous faisait sur la forme par exemple. Ça m'a aussi permis de voir comment le même exo pouvait être traité de manière différente par les élèves. Et donc du coup de voir quels sont les meilleurs élèves quoi. Et aussi de juger les parties vraiment compliquées d'un exo quoi. C'est ce qui discrimine en gros les élèves dans un exo. Donc ça c'est des choses que ça m'a permis de voir. Ça m'a permis aussi de connaître la difficulté de choisir des exos. Parce qu'en fait ça a l'air de rien, mais choisir des bons exos c'est vraiment pas facile. C'est-à-dire faire une planche de colle qui est avec des exos progressifs, qui traitent un maximum de notions, etc. Ça demande du temps et c'est même pas facile à trouver. Ça me demandait pas mal de temps la recherche des exos, en vrai. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé pendant l'école, c'est l'interaction avec les élèves. En plus, comme j'avais quasiment le même âge que les élèves, ça facilitait beaucoup l'interaction. Et ce que j'aimais bien, c'était poser des questions aux élèves, un peu comme les colleurs nous faisaient. Moi, j'ai un peu reproduit ce qu'on nous faisait aussi. Mais poser des questions aux élèves pour sentir l'élève, sa capacité à s'exprimer, à raisonner en direct, à juger son niveau en fait, parce que là, on peut le prendre un peu au dépourvu, comme ça, immédiatement. Et à coincer, mais sans méchanceté, hein, l'élève autour d'un passage qu'il n'a pas compris. Ça lui permet après ensuite de réviser son passage, c'est-à-dire on lui pose des questions de plus en plus précises pour voir s'il a compris la notion dont il parle. Mais aussi, par l'interaction, j'entends passer du temps pour aider à l'élève qui est au tableau, essayer de lui poser des questions, essayer de voir ce qu'il comprend pas, continuer l'exo avec lui. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Aussi, essayer de faire passer un bon moment à l'élève, de pas lui mettre de pression, pour qu'il vraiment il prenne plaisir pendant sa colle. Je sais pas si on peut parler de plaisir, mais pour qu'il la prenne pas mal, quoi, qu'il ressort pas dégoûté de sa colle. Donc ça, c'était vraiment aussi un travail. À la fin, je leur donnais en général des conseils pour les motiver, ou alors ils avaient des questions et je répondais à leurs questions. Mais j'essayais vraiment de donner un maximum de conseils pour les faire progresser. Et j'avais une petite frustration en fait au niveau de l'interaction, c'est qu'en fait on n'a pas beaucoup de temps dans une colle d'interagir avec les élèves. Comme j'ai dit, ça passe super vite. Et du coup, ça c'est un petit peu ce qui m'a déçu, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour interagir. Mais c'est déjà vraiment bien de donner l'école. J'ai beaucoup apprécié l'expérience. Et aussi, j'ai appris à travers l'école à donner une note. Et j'avais jamais fait ça avant. Et franchement, donner une note, c'est vraiment pas facile. Pour la première colle, j'ai pas du tout aimé. J'avais pas du tout envie de noter. Je sais pas, moi personnellement, je m'en fous en plus. De mettre une note à l'élève. Et j'avais vraiment l'impression que je note la personne. En fait, ce qui me dérangeait, c'est que j'avais un peu l'impression que je notais la personne. Et j'étais obligé d'expliquer à l'élève que je le notais pas lui, mais son travail. J'aimais pas donner des notes. Puis au bout d'école, etc., j'ai commencé à aimer les notes. Et en fait, j'ai compris que je pouvais noter l'élève et que même si, moi personnellement, je m'en fous absolument de la note, mais j'ai compris que la note, quelque part, c'est quand même un moyen pour l'élève de se juger et de savoir le niveau de sa prestation à l'instant T. Ça permet vraiment de le faire progresser. Et du coup, je précisais à chaque fois que la note c'était la notation à l'instant T et que ça n'avait aucune conséquence et tout. Mais moi, personnellement, ça me faisait j'avais beaucoup moins de mal à noter les élèves. Ensuite, le jeudi 15 septembre, en fin d'après-midi, on a eu la track, j'en dis pas plus. Et le soir, on est parti pour le méga. Donc c'est le week-end d'intégration de l'ENS. Donc on a tous été rassemblés par bus et il y avait beaucoup d'ambiance, il y avait la fanfare, il y avait les chants, c'était vraiment, vraiment beaucoup d'ambiance. On est parti vers minuit et on est parti pour une destination qui à ce moment-là nous était inconnue. D'ailleurs, je me rappelle toujours plus de la destination, c'était plus dans le sud au sud de Paris, à une dizaine d'heures de bus. Je me rappelle plus exactement où c'était. On n'a pas beaucoup dormi pendant cette nuit-là. Et ensuite, le vendredi 16 le vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18, tout le week-end, quoi, le week-end de 3 jours, on a eu le week-end d'intégration et il y avait beaucoup d'activités. On avait des brunchs, on a fait donc beaucoup d'activités. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les pages Facebook du Méga et sur le COF, etc. Il y a des vidéos, je pense, et sur YouTube même. Non, peut-être pas YouTube, mais il y a vous pouvez retrouver plein d'informations dessus sur Internet. Il y avait aussi des initiations rock, pom-pom que j'ai faites et ça m'a donné d'ailleurs envie de les faire pendant l'année. J'en reparlerai après pendant la suite. Et on a eu bien sûr les soirs, il y avait des grosses soirées quoi. Ça c'était vraiment cool quoi. Il y avait une grosse ambiance. Et le dimanche après, quand on est rentré, je pense que tout le monde était fatigué. Moi en tout cas j'étais super fatigué, mais j'ai passé un très très bon week-end.
Le lundi 19 septembre, l'après-midi, on a eu un retour d'expérience sur les stages des normaliens en M1 et en M2. C'est-à-dire qu'il y a des normaliens qui avaient fait un stage l'année d'avant, par exemple, et qui sont venus parler à propos de leur stage. Ils nous ont donné en fait plein de conseils, plein de choses à faire pour les stages, etc. Et du coup, ça fait écho après. Enfin, là, je parle avec un an de recul, et du coup, ça fait écho en moi quelques mois plus tard. Et le soir, j'ai donné mon premier cours d'essai à Optimal. Donc c'était vraiment mon premier cours, quoi. J'avais pas donné de cours avant, à part les 4 heures de formation avant, mais là c'était vraiment le cours d'Optimal, quoi. Et le cours que j'ai fait, c'était sur ensemble et application. Il y avait à peu près 6 élèves dans la salle, pardon. J'ai dû le préparer au préalable, donc présenter Optimal, se remettre bien sur le cours. Bon, c'est pas un cours très compliqué, mais niveau pédagogie, il y a quelque chose à faire. C'est pas facile à expliquer en vrai, ensemble et application, parce qu'il y a toutes les notions d'injectivité, etc. Donc c'est pas un cours très simple pour un premier cours, je trouve. Et après, il y a eu la partie, enfin, j'ai préparé la partie cours, puis la partie exo. Et là, je vais vous parler aussi d'Optimal avec un an de recul, comme je viens de faire pour l'école. J'ai énormément adoré donner des cours à Optimal. Vraiment, on peut s'exprimer en tant que prof, quoi. On peut vraiment, là, c'est vraiment un travail de prof et on peut vraiment s'exprimer en tant que tel, expliquer ses notions à sa manière, selon la manière que je pense la meilleure pour expliquer la notion, essayer de faire sentir, montrer la puissance des notions qu'on aborde, tout ça dans l'idée de donner un intérêt à l'élève, quoi. On a vraiment, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut vraiment mettre en place un travail pédagogique, quoi, poussé. C'est vraiment ça qui m'a plu. On peut donner aussi des astuces aux élèves qui m'avaient servi en prépa. J'essaie de résumer, de synthétiser les notions de telle manière à donner la vision la plus simple et concise du cours. Ça m'a permis aussi de voir, alors là j'ai marqué, enfin ça m'a permis aussi de voir, en fait, il y a tout un travail, je trouve, autour des yeux des élèves. Regarder enfin, essayer de comprendre, en gros, ce que je veux dire, c'est essayer de comprendre ce que pense l'élève et comment il évolue et comprendre le cours, quoi. Du coup, ça m'a permis de voir par exemple, quand j'expliquais, les yeux des élèves qui s'éclairent au moment des explications, quand tu as bien expliqué, mais aussi inversement les yeux des élèves qui restent complètement vides. Et là, ça te permet de comprendre que tu as mal expliqué. Et ça te permet, toi, en tant que prof, d'aller chercher encore plus loin l'élève, de te repousser dans les retranchements d'explications et vraiment de te pousser au fond de toi-même pour essayer de donner l'explication qui va convaincre l'élève, quoi. Et ce que j'ai vraiment aimé aussi dans les cours avec Optimal, c'est qu'on peut vraiment interagir. Et en fait, un cours de 2 heures, c'est 100% d'interaction. Et comparé au call, ça c'est, enfin, moi ce que j'aime beaucoup, c'est l'interaction. Ben, typiquement, pendant une séance de 2 heures, les élèves posent plein de questions. Moi, j'y réponds. Je pose aussi des questions par moi-même. Par exemple, des questions sur le cours. J'essaye de cerner les élèves, les élèves et leurs difficultés. Je pose des questions. J'essaie de poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Par exemple, ça sert à quoi, ça fait quoi si tel truc et pourquoi les gars font tel truc. Dans l'idée d'essayer d'ouvrir l'esprit des élèves. Aussi, essayer de pousser les élèves sur la voie, quand ils n'arrivent pas à trouver, de pousser les élèves sur la voie de résolution de l'exercice. Essayer de petit à petit amener les élèves vers la réponse. Des fois, ils donnent la réponse du premier coup, là, il n'y a pas vraiment de construction, mais s'ils n'y arrivent pas, de les faire sentir et de petit à petit de les amener sur la réponse. Et aussi de prendre le temps d'étudier différentes solutions, d'expliquer pourquoi une solution est meilleure, etc. Vraiment dans l'idée d'ouvrir l'esprit à l'élève. Enfin, il y a vraiment une interaction et un travail pédagogique que j'ai beaucoup aimé dans ça. Et aussi, ça m'a permis d'apprendre à gérer une séance, parce que c'est pas si simple que ça au final. Par exemple, arriver à savoir quand est-ce qu'il faut passer plus de temps sur ça et pas trop de temps sur ça. Essayer de traiter un maximum de questions en un minimum de temps, donc être concis, traiter un maximum d'exos, etc. Et aussi au travers des séances, faire des liens entre les séances d'avant, les séances d'après. Enfin, vraiment, ben, ça m'a juste, en fait, les cours optimales m'ont juste donné énormément d'expérience. Et pendant les 3 semaines qui ont suivi à peu près, j'ai eu pas mal de cours d'essai qui étaient en général sur le cours ensemble et application et les nombres complexes. Ensuite, le mardi 20 septembre, on a eu la première, enfin moi en fait je suis allé à la première séance de la fanfare. Les séances en fait sont le mardi de 20 h à 22 h et le jeudi de 20 h à 22 h aussi, en sous-sol, pour pas faire trop de bruit je suppose. On m'a appris un petit peu de solfège. Alors moi je partais d'aucune connaissance, j'ai jamais fait de musique, je savais pas du tout en faire, etc. Enfin zéro quoi, vraiment zéro. On m'a appris un petit peu de solfège, j'ai joué un petit peu Enfin, j'ai appris à souffler dans la trompette, pardon, j'ai pas joué de la trompette, j'ai appris à souffler dans la trompette. Et en fait, il y avait plein de niveaux de personnes, il y avait vraiment des débutants comme moi, que des personnes ont aidé. J'avais une personne qui vraiment m'aidait pendant toute la séance à apprendre la trompette. Et il y avait après des personnes qui savaient bien sûr jouer déjà des instruments, enfin, dans les conscrits, hein, je parle, hein, qui savaient bien sûr jouer des instruments, et eux, ils ont commencé à répéter avec les autres sur des morceaux, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé cette séance-là. Le mercredi 21 septembre, j'ai eu ma deuxième séance de colle, et la dernière, en fait, avant quelques temps, c'était aussi bien que la première. Et le soir, j'ai participé au premier repas en cuisine avec mes amis.
On a acheté les courses avant dans les magasins juste à côté. On s'est retrouvé en cuisine pour faire à manger. C'était vraiment très convivial. J'ai pas trop touché à la, enfin j'ai pas trop participé. Enfin j'ai pas, enfin voilà. Bon, c'était pas incroyable. Ma participation n'était pas incroyable. Et après pendant l'année en fait il y a plein de fois où on mangeait en fait soit dehors, soit on se faisait à manger dans les cuisines. C'était à peu près le schéma de nos repas quoi. Ensuite, dans la soirée du mercredi, on a eu la présentation des clubs de danse. C'est-à-dire, en fait, chaque club de danse a fait plusieurs chorégraphies avec 5-6 minutes pour faire différentes chorégraphies, présenter les danses qu'on peut faire dans ce club-là. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Vraiment tous les événements avec la danse, j'ai beaucoup aimé. C'était super. Et avant de me coucher, j'ai sélectionné les places pour le premier tirage du BDA. Je vous en ai parlé un peu plus avant dans la vidéo. Et du coup, j'ai sélectionné des places des places pour 3 pièces de théâtre en suivant les conseils d'une littéraire avec qui j'ai pu discuter avant. Donc elle a pris vraiment du temps parce qu'il y a énormément de pièces proposées. Et elle a pris du temps pour dire dans la liste quelles sont les pièces quelqu'un qui n'est pas trop initié au théâtre peut aller voir en premier. En fait, parce que j'étais jamais allé au théâtre avant en fait. Du coup, je la remercie pour cet effort-là. Et en fait, des places, des fois, pour certaines pièces, qui sont vraiment très demandées, on n'est pas sûr de les avoir. Du coup, il y a enfin, c'est comme partout pareil, on fait une liste de vœux et on a les vœux qu'on a, mais moi j'ai eu les vœux que je voulais. Enfin, il n'y a pas beaucoup de suspense. Et ensuite, c'était la fin de la rentrée, le mercredi soir, et a commencé le début des cours.